Merci beaucoup. À ton nouveau métier alors. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est dans ma personnalité de toujours vouloir lancer des nouveaux projets, tu vois. Ah ouais. Ah bah Et, t'es comme mon fils alors. Ah bah super, j'ai hâte de le rencontrer. Enfin, je l'ai déjà croisé, mais... Alors lui, il commence des trucs et puis tout de suite après il passe à autre chose. Ouais. Ouais, moi c'est exactement ça, mais bon. Voilà, il y en a certains en tout cas qui tiennent, Ouais. donc c'est déjà ça. Voilà. Et du coup, j'ai un bon... maintenant que ça fait longtemps relativement longtemps que je me fréquente et que je sais comment je fonctionne, Tu te connais. je commence à savoir reconnaître les projets qui sont un peu des trucs temporaires comme ça qui vont passer. Et je connais cette sensation que de tenir quelque chose, tu vois. Et ça, ce jeu de me mettre en situation un peu amateur comme ça, mais d'avoir des conversations et de les enregistrer et de me dire que je vais les publier et de partir à la chasse des gens qui je trouve intéressants et avec qui j'ai envie de parler, je sens que c'est un truc que je veux faire longtemps. Ouais, ça me plaît. Comme j'ai ressenti la même chose quand j'ai commencé à faire les pousses, tu vois. Je me suis dit, je tiens un truc, j'aime le faire. En plus, il y a une réponse de la part de la clientèle, de la part des consommateurs. Mais tu vois, le jardin, chez moi, je ne le faisais pas. Je bêchais éventuellement et puis je mettais le compost parce que c'était physique. Et après, c'est mes parents qui faisaient. Ah oui. Et là, je me suis mis parce que mes parents sont décédés et donc là, je me suis mis. Et puis j'aime beaucoup, hein. C'est super sympa de jardiner. Ouais. Toi, t'as grandi. Surtout quand on a le temps et puis que voilà, qu'on fait ça parce qu'on a envie. Ouais. Bah, ça fait partie d'un des projets que j'ai. Depuis que je fais les pousses, ça fait maintenant 7 ans. Et ça marche bien et tout, mais en parallèle, l'un des projets que je m'acharne à essayer de développer, c'est de produire des légumes et là maintenant des fleurs aussi professionnellement. T'as combien de surface? C'est difficile. Hein. Tout près de Strasbourg. Là, j'ai une maison qu'on a achetée au nord de la Roberto où on produit les micro-pousses. Et là, c'est 5 arts. Oui, 5 arts, Petite maison de banlieue, quoi, avec un petit jardin. Et j'ai un terrain au sud de la Roberto qu'on me loue. La commune, la ville? Non, un particulier. Un particulier. Qui a fait tu vois, il a acheté un peu cher, mais pas trop cher, parce que c'est un terrain agricole, mais plus cher que le tarif légal. Et donc, il me l'a loué, il m'a fait un bail, un bon bail. Un vrai bail? Ah ouais. Et après 6-7 ans, j'ai aussi assez d'expérience pour savoir que ça a beaucoup de valeur et que c'est très généreux de sa part. Après, quand ça devient constructible, le bail il tombe. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ils veulent peut-être garder des zones vertes. Vous avez une commune écolo, maintenant une mairie écolo. C'est ça pour l'instant. Donc, ça devrait rester. Et on a dit que, tu vois, on a fait un contrat moral où lui, il avait un peu envie de garder ce terrain et il se disait ce que j'aimerais c'est que dans 10-12 ans ce soit un lieu un peu luxuriant, un peu naturel comme ça. Il avait je crois le terme un peu à la mode de jardin nourricier en permaculture ou un truc comme ça. Et du coup en fait au fur et à mesure je plante des arbres dessus, des fruitiers tu vois. Mais à quelle surface? C'est 30 arbres. 30 arbres quand même, On peut déjà faire quelque chose là-dessus. Dessus pour l'instant j'exploite 4 arbres. Oui. Un jardin de 4 arbres. De toute façon, un arbre, une fois qu'il a pris, qu'il est adulte, il te prend pas un arbre, mais pas loin, quoi. Moi, mes cerisiers, je les plante à 10 mètres. Mes cerisiers. Bon, après, j'ai de l'espace, donc moi, je les ai plantés à 8 mètres. 8 mètres? Non, 8 mètres, c'est bien. Déjà. C'est bien? C'est déjà bien, oui. Mais il y en a qui les plantent encore plus proches que ça. Ouais. Mais je veux dire, après, ça dépend de l'arbre aussi. Que si tu mets 8 mètres, s'il est rempli, ça fait presque un arbre. Oui, c'est vrai. 10 mètres sur 10 mètres, c'est un arbre. C'est fou. Hein. Donc, je ne m'étais pas rendu compte. Bah oui. Mais tu plantes souvent des arbres, toi? J'en ai planté pas mal il y a quelques années, quand j'ai commencé. J'ai planté une quarantaine de mirabelliers. Depuis, j'en ai replanté. Et on avait greffé nous-mêmes, avec mon père, on avait greffé des cerisiers. Du coup, vous aviez acheté des porte-greffes? On a acheté les porte-greffes des merisiers sauvages. Ok, ouais. Et on a coupé nos greffons nous-mêmes
des variétés qu'on voulait sélectionner, qu'on voulait multiplier, et on les a greffées nous-mêmes au moment où les cerisiers sont en fleurs. Un jour où il n'y a pas de vent, où il fait très chaud, et là tu greffes. Ouais. Et on a la fois là, avec mon père, la première fois qu'on l'a fait, sur 40, on en a réussi 38. Ok. Et le cerisier n'est pas trop facile a priori, autant le pommier est plus facile. Okay. Il prend plus facilement. Mais le cerisier, c'est assez délicat. Tu as dit que tu avais fait ça avec ton père, ouais. Bon, lui, il savait faire, tu vois, il avait déjà fait. Ouais. Mais j'étais content. Et ces arbres-là, on les a toujours, forcément, puisque... Une fois que c'est parti. Mais j'ai coupé cette année, j'ai coupé le dernier arbre que mon grand-père avait planté. Ok. Ouais. Wow. Mais il était fini, quoi. Ouais. Presque mort, je dirais. Pas complètement, mais presque. Alors, du coup, ton grand-père, il a planté cet arbre. Oui. Du coup, tu peux... c'est quoi l'histoire familiale? Enfin, disons que jusqu'à où ça remonte? Mon arrière-arrière-grand-père, en 1838, a construit la maison où j'habite maintenant. D'accord. Et dans cette maison, il y avait l'étable, le grenier à foin, l'habitat. Ouais. En dessous, il y avait une cave à vin. Et il distillait aussi quelque part, je ne sais pas trop où. Ok. Et donc le suivant, mon arrière-grand-père, il a élevé 12 enfants dans cette maison. Alors, et c'était quoi la culture de la famille? Ils venaient d'où? Est-ce que a priori, moi j'ai trouvé des lolaires en 1650 déjà à Breitenbach. Donc je pense, je ne sais pas. D'où ils sont venus, je ne sais pas. C'était Breitenbach la commune. Mais on parle. et je situe juste un petit peu parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais on est dans le Piémont des Vosges. Oui, on est déjà à la montagne vosgienne. Montagne vosgienne. C'est déjà la montagne. Ok. Breitenbach culmine à 1100 mètres. Ah ouais. Donc, la commune la plus haute du Bas-Rhin. Ouais. Enfin bon, il y a 3 communes qui culminent. Il y a Breitenbach, Bellefosse et Belmont. Ah ouais. Okay. Les 3 qui culminent au sommet. Écoute, alors je ne situe pas du tout bien. Ouais. Non, mais nous, la ferme est à 450 mètres d'altitude. Ouais. Et nos prés sont il y a quand même beaucoup d'amplitude entre le bas. Nos prés sont entre 300 et 600-700 mètres. Ouais. Et on a de la pente. On est en montagne. On est classé montagne. Et l'année dernière, il y a un exploitant, il y a la Safer, qui vendait une ferme à, je crois que c'était à Bellefosse. Ouais. Tu vois qui c'était? Tu connais Bellefosse, oui, je connais bien. En mais fait, cette ferme. Moi, j'allais au contrôle laitier dans cette ferme-là, c'est le Haut-Lachant. Ouais. Certainement. Je pense qu'à Bellefosse, ça peut être que le Haut-Lachant. Il y avait une maison d'habitation avec l'agriculteur qui restait dedans pendant 6-8 ans. Avec un gîte. Voilà, avec un gîte et après l'exploitation laitière ou bovine. Viande. Bovine, viande, ouais. Non, mais je connais bien parce que j'étais contrôleur laitier quand j'ai commencé. La ferme était trop petite, je ne pouvais pas vivre là-dessus. Ouais. Donc mes parents avaient la ferme et moi je travaillais comme contrôleur laitier. Et j'allais au Lachant parce qu'à l'époque, l'oncle de celui qui vend maintenant traînait les vaches. Il avait des vaches traites. Ouais. Il faisait du beurre. Il faisait que du beurre. Et durant là-haut, c'était une tradition sur les montagnes. Il transformait le lait en beurre. Parce que le beurre, ça se conserve. Ah ouais. Les autres produits sont plus difficiles à conserver, quoi. Le lait frais ou la crème ou des choses comme ça ne se conservent pas aussi bien. Donc il faisait du beurre. Et le lait écrémé partait pour les petits veaux. Et donc moi j'allais au contrôle laitier chez le Marshal Pierrot, il s'appelait. Ok. Un célibataire. Et il croyait aux sorcières. C'est lui qui part en retraite là du coup? Non, c'est son neveu qui a repris depuis et c'est son neveu qui vend. D'accord. Mais il l'a vendu. C'était évident que ça serait presque évident que ça serait Chinol qui l'aurait. Ah, il y a une ferme auberge juste à côté. Okay. Donc la Safer est obligée de faire l'appel à candidature, je pense. Mais après. C'était presque évident parce qu'il y a une ferme juste à côté, il y a un jeune qui s'est installé. Ok, ouais, d'accord. Ah oui, il y a un jeune qui s'est installé en plus. Ils ont la ferme Promont. Promont. Okay. Très bonne ferme. D'accord. Ok. Ouais. Ferme auberge, petite ferme auberge, 25 places seulement. Ok. Ah ouais. D'accord.
Et donc, revenons-en un Et peu donc, centré sur la ferme. Chez nous, alors donc, mon arrière-grand-père a élevé 12 enfants dans cette petite maison où il y avait les vaches, le foin, la cave, parce qu'ils avaient un peu de vigne aussi à l'époque. Et donc mon grand-père a hérité de 4 hectares et demi, petite surface quoi, et une vieille bicoque, une vieille baraque. Parce qu'ils étaient 12, donc il fallait diviser par 12. Et donc mon grand-père n'a jamais rien pu développer. À l'époque, tu ne pouvais pas aller à Strasbourg vendre tes produits, des trucs comme ça. Donc, il n'a pas pu développer. Et c'est mon père qui a remonté un peu l'affaire. À l'époque où tout le monde partait travailler à l'usine, ça n'intéressait plus personne, la terre n'intéressait plus personne. Il y a eu des ventes aux enchères où quand mon père achetait une parcelle de pré qui était encore en état, il devait prendre avec gratuitement une parcelle en friche. Parce que les gens n'en voulaient plus, ils ne voulaient pas payer de taxes foncières. Ouais. Ils ne voulaient pas s'en occuper. Ils ne voulaient plus s'en occuper. Alors beaucoup ont planté des sapins. Ah oui. C'est pour ça que maintenant il y a pas mal de sapins en timbre-poste, comme ils appellent ça, qui ont été plantés, mais bon, ils sont en train de crever, les épicéas. Pourquoi en timbre-poste? Eh ben, parce que il y en a un par-ci, il y en a un par-là. Enfin, c'était pas des grandes zones. Les gens, ils avaient des petites parcelles et certains ont planté des sapins. Ok. Mais bon, ils ont beaucoup été enlevés par la suite. Il y a eu des subventions pour les couper, pour refaire du pré avec. Et du coup, attends, ça c'était ton... Et donc mon père a racheté beaucoup de racheté. terre à ce moment-là où plus personne n'en voulait. Et du coup, Mais ça a été dur pour lui quand même parce qu'il n'avait pas beaucoup de revenus. Il travaillait en forêt. Ok. Et avec sa paye de bûcheron, il a racheté des terres, il a restauré la maison. Et en 68, il a dit maintenant, je ne peux plus faire les deux, c'est trop. Aller travailler en forêt, plus la ferme qui devenait de plus en plus importante. Et il avait 40 ans quand même. C'est là qu'il a décidé d'arrêter la forêt. Ok. Et de se mettre complètement à son compte en tant qu'agriculteur. Avec 25 hectares de terre, de montagne, de pré. Donc ouais, c'est... En 68, tu dis? En 68. Ok. Toi, tu étais déjà là à ce moment-là? J'avais 8 ans. Ouais. Je me souviens vaguement quand on construisait les tables. J'ai des souvenirs. J'ai les souvenirs d'un orage. Ouais. On avait coulé toute la journée, on avait coulé du béton avec les brouettes. Enfin, moi, peut-être pas à 8 ans, mais voilà, les hommes, je ne sais pas combien de personnes, c'était l'événement, il fallait couler la dalle. Ouais. Ils ont coulé la dalle et le soir, il y a eu un orage très violent. Et en dessous, à travers la dalle, il y a le ciment qui coulait, l'eau qui coulait. Mon père, il croyait qu'il était foutu la dalle, qu'il fallait tout recommencer, qu'il fallait tout démolir et tout recommencer. Et en fait, ça a tenu quand même. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Regardez. Ouais, faut croire que... Mais est-ce que c'est... tu sais pourquoi il a choisi... qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça aurait pu être une décision de dire bon bah j'arrête la ferme. De toute façon, tout le monde lui conseillait de continuer à rester salarié. Voilà, ouais. Parce qu'il y aurait plus de congés, plus de retraite, plus tôt la retraite, voilà. Ouais. Et tout le monde lui déconseillait. Il était passionné. Mais bon, ma mère était aussi originaire du monde agricole. Elle venait d'une ferme encore un peu plus haut aussi. Donc elle était motivée aussi. Elle aussi était motivée. Tous les deux aimaient faire ça. Mais attends, c'est pas logique. Parce que souvent, le fait de venir du monde agricole, c'est plutôt un argument pour dire qu'il faut en sortir dans ce genre de situation-là. Mais mes parents, ils aimaient ça. Ah oui, ils aimaient ça. Et je les ai jamais entendus dire fais autre chose, c'est pas... Parce qu'il y a quand même beaucoup de paysans maintenant qui disent à leurs jeunes fais autre chose, tu auras une meilleure vie et tout. C'est sûr. Mes parents, c'est seulement quand on partait parfois que le dimanche et quelques heures, parce que le matin il fallait traire, le soir il fallait traire nous. On partait quelques heures et souvent parfois on allait chez des collègues. Et quand mon père rentrait à la maison, il disait « Ah, c'est quand même mieux chez nous ». Voilà, il était plutôt content de ce qu'il avait réalisé, une belle étable, et puis voilà. Mais du coup, il s'en sortait économiquement à ce moment-là? Il ne gagnait rien. Non, mes parents ne gagnaient rien. C'était toujours... Et quand ils avaient un peu d'argent, c'était pour acheter des terres ou acheter des machines. Ouais.
Bon, après, ils ont quand même refait la maison. Ma mère a quand même eu assez tôt. Les lave-vaisselle, lave-linge, enfin toutes ces choses-là quand même. De ce côté-là, mes parents étaient peut-être un peu en avance sur certains. Mais fallait libérer du temps pour la traite. Oui, aussi, aussi, si on veut. Donc de ce côté-là, ouais. Non, mais mes parents, ils gagnaient rien, ils gagnaient le SMIC, quoi. Et encore, ils gagnaient pas le SMIC, à mon avis. Mais bon, quand tu as une ferme, une entreprise, quand il y a des sous, t'en prends, quand il n'y en a pas, t'en prends pas, c'est tout. Ouais. C'est pas comme les salariés. Quand tu as des salariés, les salariés, tous les mois, la paye doit tomber. Oui, c'est vrai. C'est normal, il faut qu'ils vivent. Ouais. Mais quand tu es dans une ferme, avec mes parents, certains mois, il restait rien, parce que c'était parti pour acheter des machines, des trucs, tant pis. On vivait quand même, on vivait plus ou moins en autarcie quand même. On avait nos légumes, on avait notre viande, on avait notre lait. Ouais. On n'avait pas vraiment besoin d'acheter grand chose. Ouais. À part des trucs agricoles. Je trouve ça drôle parce qu'il y a comme une contradiction parce que moi aussi je ressens ça dans ma petite mesure de mon entreprise, de mon exploitation un peu originale, que en fait le fait d'avoir cédé la sécurité pour créer mon entreprise, du coup je suis plus salarié, je sais pas, ça dépend en fait, il y a plein de facteurs, mais ça me donne énormément de liberté. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu es libre, du coup. Et c'est toi qui choisis ce que tu fais avec tes sous. C'est toi qui choisis ou de mettre de l'argent dans l'entreprise pour la développer, ou d'acheter de la terre parce que parfois il faut, mais bon. Mais tu choisis. Moi j'attends encore qu'on me la propose. Tu te sens libre parce que tu choisis. Ouais, mais on pourrait penser, tu vois, que la sécurité apporte la liberté, d'une certaine manière. Ah bah c'est bon, je suis en sécurité, donc je suis libre, je peux vivre ma vie comme je veux. Et finalement c'est un peu le contraire. Il faut vivre, il y a comme t'es dans l'insécurité. Je dois quand même avouer, parce que je suis à la retraite depuis pas longtemps. T'es content? Je dois quand même avouer que je suis content de savoir que ma petite retraite tombe tous les mois. Que ça suffit pour vivre, voilà, je roule pas sur l'or, mais ça suffit pour vivre. C'est quand même confortable. Ouais, bien sûr. Mais bon, ça, à partir de plus de 60 ans, ça va. Il me semble que tu as répondu positivement, j'ai l'impression que tu as connu, tu te reconnaissais dans ce que je décrivais. Oui, absolument. Ah oui. Non, mais je me rappellerai toujours, il y a une... elle était à Strasbourg, ils avaient une boucherie à Strasbourg, et c'est des gens de Breitenbach. Et elle me disait, les meilleures années, c'est quand on construisait, quand on développait, quand on développait l'entreprise, quoi. Et puis c'est vrai, moi je peux dire la même chose. Hein. Quand j'ai construit les chalets, j'ai construit le chalet des Gitoureaux, et ça c'était des bonnes années. J'étais mal, quand les clients sont arrivés, j'étais malade parce que j'en avais fait trop. Bah oui, il fallait finir, il fallait que tout soit fini quand ils arrivent. Donc j'étais malade, mais ça fait rien, c'était les meilleures années. C'est pour ça que ton fils et moi, on cherche toujours des nouveaux projets. On ne s'arrêtera jamais avant 70 ans. Là, on va se calmer. Et tes parents, c'était quel genre de personnes alors, humainement? Eh ben, mon père, il n'y a que le boulot qui comptait. Alors lui, c'était boulot. Il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose. Quand il était jeune, il était plutôt fêtard aussi, tu vois. Mais après, il fallait que les choses soient bien faites et il fallait que ça soit pratique. L'esthétique, à la limite, il s'en fichait un peu. Il fallait que ça soit pratique, principalement. J'ai l'impression que tu me décris. Non, mais bon, après, il avait raison, parce que quand tu construis quelque chose et qu'après, tu travailles dedans et que tu te rends compte que c'est pas pratique, là, tu regrettes, parce que tous les jours, tu t'en baves, quoi, parce que c'est pas pratique. Et puis, ma mère, elle a tout donné pour sa ferme, sa femme, ses enfants, son mari, ses vaches, enfin bon. Mais du coup, elle n'a jamais pensé à elle. Un repas de famille quand tu avais 14 ans, ça ressemblait à quoi? Eh ben écoute, on a passé des bons moments. J'avais le mari de ma marraine était un comique, donc on rigolait bien. Le mari de ta marraine qui était souvent là, du coup. C'était un oncle, quoi. Oui, lui il venait parfois nous donner des coups de main aussi.
Et puis après, ouais, non, mais c'est cool, franchement, c'est des bons souvenirs. Hein, quand il y avait un bon coq de la ferme, avec de la bouchée à la reine, ah ouais, c'était un très bon souvenir. Ah ouais. D'accord. Mais par contre, mon père était très très exigeant au niveau boulot. Ah ouais. Et c'était jamais assez bien. Même quand on a acheté une nouvelle machine, les pirouettes Kuhn 4 toupies, c'était le top quoi. Pour faner. C'est une faneuse, une machine pour sécher le foin. Bah avant on le faisait à la main. Moi je me rappelle encore quand on faisait à la main. On se mettait en rangée et puis on faisait à la main. Faner et ordener on faisait à la main. Et quand on a eu les premières machines. Du coup, faner, c'est tu récoltes, tu coupes. En fait, tu coupes et après t'as une ligne si tu le laisses par terre, il ne va pas sécher. Ouais. Il faut l'aérer. Ouais, ok. Donc après, tu passes donc avec pour l'aérer, on passait avec un râteau, on le retournait. Donc nous on disait on retourne le foin. Okay, ouais. Et après, il y a eu les machines qui l'ont fané. C'était des toupies qui tournaient l'une contre l'autre comme ça et qui l'aéraient, qui le levaient du sol, mais qui ne le retournaient pas vraiment. Je t'écoute. Je vérifie juste que tout va bien. Tout va bien. Ouais. C'est bon. Et donc, oui. Donc, t'aères le foin. Tu l'aères. Et donc il avait toujours peur que ça ne soit pas aussi bien fait qu'à la main. Ouais. Alors, il fallait encore passer derrière à la main avec le râteau, encore pour étaler encore les plus gros tas, là où la machine aurait fait un peu d'état. Souvent, trop maniaque, quoi. Trop excessif. D'accord. Ça, c'était parfois pénible. Et puis, il avait toujours peur que ça ne soit pas assez bien et c'est parfois un peu pénible. D'accord, ok. Ouais. Mais bon, ça fait que moi aussi, après, j'ai fait les choses bien. J'y tenais à ce que ça soit bien fait, quoi. Ouais. Ouais. C'est du coup, tu disais arrière-grand-père. L'arrière a construit la maison. L'arrière-grand-père, après, le temps de mon arrière-grand-père, c'était une très grande ferme. Ah ok. Parce que 12 enfants, ça fait beaucoup de main-d'œuvre. C'est vrai. Ça fait beaucoup de main-d'œuvre pour cueillir les cerises, parce qu'on est dans la vallée du Kirch. La vallée de Villers, c'est la vallée du Kirch. Il y avait beaucoup de cerisiers. Et il a construit 2 maisons, mon arrière-grand-père, avec ses enfants. Et les terres au-dessus de chez nous, c'était presque tout la famille Lolaire. Ouais, okay. Mais après, ça a été divisé en 12. Hein. Oui, c'est ce que tu disais. Et mon père, il a racheté après, peu à peu. Les 2 autres maisons sont à d'autres personnes, quoi, forcément. Mais par contre, les terres, on les a bien regroupées par la suite. Mon père a racheté, moi j'ai continué à acheter, et après on a eu un aménagement foncier, genre de remembrement, agricole et forestier. Ce qui fait que tous ces petits lopins que mes parents avaient rachetés avec chaque fois un acte de vente chez le notaire pour des sommes, ça coûtait plus cher en notaire parfois que le terrain lui-même, et ben tout ça on a pu le regrouper autour de la ferme. Ouais, d'accord. Donc du coup, 35 hectares. La ferme, 35 hectares autour de la ferme. C'est des bâtiments. Ouais. Donc une maison dans laquelle tu vis. Il y a la maison dans laquelle je vis, il y a la maison qu'on a construite avec mon épouse, avec 3 logements. C'est celle, tu vas emménager dans celle-là? Non, et après j'ai fait 2 chalets, 2 chalets bois, et une chaufferie à bois déchiqueté, et une étable de 2000 mètres carrés. Okay. Et l'ancienne étable que mon père avait construite, on en a fait une laiterie. Ouais, c'est entièrement, on a tout cassé, on a tout refait, on a fait une laiterie. Ok. Donc, ouais, non, mais et autour, les deux dernières générations, on a fait énormément de choses. Ouais. Et les terres ont été remembrées autour. Ouais. Donc, ouais, c'est top, quoi. C'est important pour une ferme d'avoir des terres qui sont proches. Bien sûr, surtout dans notre système, on a des vaches laitières qu'on envoie au parc. Donc pour qu'elles aillent au parc, il faut que les parcs soient à proximité. Ouais. On a d'autres parcelles un peu plus loin aussi, de l'autre côté du village. Ouais. Mais celles-là, on mettra plutôt les jeunes, les futures vaches, les futures laitières, ou les vaches taries. D'accord. Pendant 2 mois de l'année. Qui n'ont pas besoin de. Les vaches ne sont pas traites pendant 2 mois de l'année. Ouais. Elles font un veau, elles vont donner du lait pendant 10 mois, elles sont 2 mois au repos, et après elles recommencent. Ouais. Il faut un veau presque tous les ans. Ouais, ça peut être 13, 14 mois, mais
Et si elles n'ont pas de veau, elles ne donnent plus de lait au bout d'un moment. Ouais, ok. Donc il faut qu'elles fassent à veau régulièrement. Ouais. Mais est-ce que c'est à la même période comment ça s'appelle Disons, les vaches, elles se désaisonnent sans aucun problème. C'est pas comme la chèvre. Ok. La chèvre, naturellement, elle fera jamais de petits en automne. Hein. Elle fait les petits à partir de janvier, février. Donc normalement, en hiver, il n'y a pas de lait de chèvre. Hein. Ouais. Il y a certains producteurs qui continuent à respecter le cycle naturel. Ouais. Mais comme les clients ils veulent du fromage de chèvre toute l'année, les producteurs désaisonnent leur chèvre avec de la lumière artificielle. Donc ils mettent la lumière la nuit, enfin une partie de la nuit pour que la chèvre elle croit que c'est l'été quoi. Comme pour faire pondre les poules quoi. Ouais, voilà le même système en gros. Ouais. Et même parfois ils mettent des éponges, des hormones. Ah oui. Pour alors je ne sais pas s'ils mettent les hormones pour bloquer le moment où elles pour décaler, en tout cas il y en a qui mettent des éponges. Et pour les laitières Pour les vaches il n'y a pas besoin puisque la vache ça marche toute l'année. Ça marche un peu moins bien en période hivernale. Mais du coup ça veut dire que j'imagine qu'elles vont quand même plutôt faire leur veau au printemps, non? Ou ça tourne toute l'année? Disons, on n'a pas trop de soucis. La vache laitière est assez bien désaisonnée, quoi. Ouais. Naturellement, il n'y a pas de souci. Après, il y a des périodes un peu plus compliquées que d'autres, où elles ne porteront pas toujours tout de suite. Il faudra parfois 2 inséminations ou 3. Ouais. Mais c'est aussi une question d'alimentation aussi. Ouais. Si effectivement elles ne sont pas bien nourries à certains temps, elles prendront moins bien. Et alors, pour un peu continuer sur la question de la succession de la famille Lawler. Nous, on était 3 enfants. Mon frère qui est à l'ONF, ma sœur qui était au PTT. Ils ont voulu être fonctionnaires. Ils ont choisi la sécurité. Voilà. Et donc, moi j'ai repris la ferme. Ouais, c'était moi je suis allé travailler à la Chambre d'agriculture de 79 à 84. J'ai travaillé 5 ans pour la Chambre d'agriculture. Avant de reprendre. Et après, il y a un voisin proche qui a arrêté. J'ai pu reprendre ses terres et là j'ai pu me lancer. Et sinon, ça ne suffisait pas. Comment continuer pendant que toi, tu... Ouais, donc au début, mes parents ont continué. Et ensuite, quand mon père a pris sa retraite, on a créé un GAEC entre ma mère et moi. Parce que ma mère, en fait, elle a beaucoup travaillé toute sa vie, mais elle n'a pas cotisé. Elle n'était que conjointe d'exploitant. Donc, il n'y a que ces dernières années où elle était en GAEC avec moi qu'elle a cotisé un peu plus. Mais ça fait une retraite de misère quand même. Bon, c'est ça. Hein. Mais c'est encore le cas maintenant. Hein. Moi, je te cache pas, moi j'ai j'ai pas 1 000 € net de retraite D'accord. Par mois. Ok. Non. Avec une carrière complète. Avec une carrière complète. Alors bon, heureusement que j'ai un peu d'autres revenus annexes. C'est-à-dire les locations. Ah oui. J'ai un peu de location, quoi. Okay. Mais j'aurais pas fait ça. Tu aurais que tes 1 000 €. J'aurais fait ça. Et c'était naturel pour toi de reprendre? Moi, j'ai jamais envisagé faire autre chose. Jamais. Bon, j'étais bon élève, j'étais parmi au BTA à Aubernais, j'étais premier de ma promo, tu vois, à l'examen. Donc j'aurais pu faire des études. D'ailleurs, les profs me poussaient, me disaient « Ah ben non, il faut continuer, tout et tout. » Mais bon, je n'ai pas continué. Je ne voulais pas apprendre tous ces pesticides, tous ces produits chimiques. Je ne voulais pas apprendre à élever des cochons alors que j'aurais jamais de cochons. Je ne voulais pas apprendre à produire des céréales alors que je ne fais jamais de céréales. Alors je suis allé faire des stages. J'ai fait un stage de fromagerie, j'ai fait un stage de mécanique, j'ai fait un stage d'apiculture. Et donc après, j'ai commencé à avoir des ruches. Quand j'étais petit, j'avais un peu peur. J'aidais déjà mon père, mais j'avais un peu peur des piqûres. Et donc après, je me suis lancé un peu dans l'apiculture. Mais au moins, je me suis formé sur des trucs qui m'intéressaient et qui me servaient. Ok. D'ailleurs, à l'examen, j'avais fait l'impasse complète sur tous les produits chimiques. Si j'étais tombé sur ce sujet-là, t'aurais pas pu dire.
vu les coefficients qu'avait la phytotechnie à l'époque sur un BTAG, j'aurais pas été premier de ma promo, quoi. Évidemment. Mais bon, voilà. Ouais. J'ai passé un bac STAV en 2018, oui. un an après avoir créé l'entreprise. Quelle année? En 2018. 2018. Ouais. Bah, j'ai 2 bacs, tu vois. Oui, J'ai oui, fait un oui, bac S quand j'étais jeune. Oui. Et après, en 2017, j'ai créé l'exploitation. Ouais. Et puis, ça commençait à tourner. Ouais. Et puis, tu vois, il y avait un peu l'idée que j'allais peut-être pouvoir avoir la DGA, puis j'avais envie d'apprendre des choses. Bien sûr. Du coup, comme j'avais déjà un bac S, par correspondance, j'ai pu faire un bac, juste faire la terminale d'un bac STAV production agricole. Oui, d'accord. Donc, bon, j'ai pas beaucoup bossé. Hein. Je fais un truc un peu c'était facile, non? Et ben, je l'ai eu tout pile, mais j'ai vraiment j'ai bossé 2 semaines, tu vois, à la fin. J'ai fait le minimum. Mais il y avait un examen oral et puis j'étais vraiment très déconnecté, tu vois. Enfin, je suis toujours relativement déconnecté du monde agricole. C'est un monde, c'est un peu un entre-soi et il y a beaucoup. C'est un monde à part. C'est un monde à part, c'est un vocabulaire. Il y a plein de quand tu arrives dans ce monde-là, il y a plein de mots que tu comprends pas, tu vois. C'est tout un monde. Et j'avais fait il fallait que je fasse un petit dossier, tu sais. Et moi, je l'avais fait sur ça m'échappe maintenant. C'est pas l'hivernation, mais le fait des végétaux qui ont besoin d'avoir une période de froid pour pouvoir démarrer. Et voilà, ça m'échappe, je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup un peu sur les différents types de serres. Et moi j'avais tout axé sur les légumes, sur comment faire pour comment fonctionne une serre. C'est ce qui t'intéressait. Voilà, j'avais envie d'apprendre des choses là-dessus et du coup je me suis dit je vais faire un petit dossier là-dessus. Et la vernalisation. Oui. Voilà. Et alors, à l'oral, il commence à me dire oui, alors vous avez fait un truc sur la vernalisation, c'est intéressant. Il y a une plante très importante qui passe par une phase de vernalisation. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, vous voyez ce qu'on veut dire et tout ça. Et j'ai pas trouvé, tu vois, parce que je suis tellement, parce que je suis pas dans ce monde-là. Et c'était le blé, évidemment. Mais j'ai pas su dire, quoi. Du coup, après j'ai dû me rattraper parce que j'ai eu un 10 sur 20. J'ai eu l'examen avec un 12 sur 20, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est pas passé loin. Et une fois qu'il m'a dit mais c'est le blé monsieur, j'ai vu que j'étais pas convaincu et moi-même j'étais pas fier, mais il y a vraiment c'est une rencontre perpétuelle pour moi, le monde agricole, d'aller à la chambre d'agriculture, à des rendez-vous pour la DGA, les trucs, tout ça. Tu vois, par exemple aussi le terme de jeune agriculteur, qui est très technique, qui est très administratif, JA, jeune agriculteur et tout ça. Mais après, moi je viens là-bas à des rendez-vous comme ça, ils commencent à me dire oui, vous pourriez être un jeune agriculteur et tout ça. Moi je pensais qu'ils voulaient dire que je peux être jeune et agriculteur. Mais non, c'est un vocabulaire parallèle. Après, ils veulent te mettre aussi tout de suite dans le syndicat, tu sais. Ouais, c'est vrai, ils m'ont vendu les recrues. C'est vrai, ils s'appellent aussi le syndicat des jeunes agriculteurs, non? Comment ils s'appellent? Il y a la FDSEA et les JA. Les JA, les jeunes agriculteurs. Les JA, oui, il y en a partout des JA. Il y avait des JA à la montagne aussi. Dont j'ai fait partie, oui. Ça n'a jamais vraiment décollé en montagne. Mais bon, c'est indiqué. Au départ, il n'y avait que la FDSEA. La coordination rurale n'existait pas. La Confédération paysanne. C'est Mitterrand qui avait voulu une pluralité syndicale et qui a un peu poussé à la roue pour qu'il y ait 2 autres syndicats. Parce que la FDSEA... Au départ, il n'y avait que la FDSEA. Tous les agriculteurs étaient à la FDSEA. Et c'est plutôt conservateur. Oui, très conservateur. Très conservateur, oui. D'accord. Donc c'était une impulsion c'est politique. eux qui maintenant ont réussi à faire changer la politique vers moins de verdissement et tout, parce que
C'est pas les agriculteurs bio qui sont les plus représentés là-bas. Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a aussi. Hein. Il y a la FDSEA, il y a des groupes bio, il y a des groupes viande bio, il y a des groupes lait bio, il y a des groupes quoi. Ouais. Mais c'est pas eux qui sont le plus représentés. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah. Parce que les autres ont plus de poids, ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont beaucoup plus de poids. Les bio restent quand même minoritaires. Quoi. Ouais, bien sûr. Ah oui. Mais un peu moins dans la Confédération paysanne, je suppose. Là, il y a beaucoup plus de bio. Ouais. Ah, oui. Ah. Et du coup, vous étiez syndiqué Bon, moi, je suis un peu chez les deux, quoi. Ok. Je veux dire, la FDSEA, je connaissais très bien le président, on était assis pas côte à côte, mais on était à la même place. Okay. Donc voilà, j'avais un interlocuteur très proche que je connaissais très bien. Et puis par contre, la Conf défendait plus mes idées que la FDSEA. Quoi. Mais bon, il faut quand même avouer que la FDSEA, quand même, ils ont réussi parfois à faire passer des choses. Quand il a fallu se battre pour avoir des quotas supplémentaires, franchement, ils ont plus de pouvoir. Ils ont quand même un poids pas négligeable. Okay. Après, je trouve qu'ils l'utilisent pas toujours dans le bon sens, mais bon. On peut faire une petite parenthèse, du coup, puisqu'on parle syndicat, sur parler un peu des manifestations qui ont eu lieu là en 2024. Il y a eu des manifestations agricoles il y a quelques mois. Moi, je suis pas allé manifester. Bon, mais d'un côté, je comprends très bien, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas demander aux agriculteurs français de ne pas utiliser certains produits chimiques, même si je suis contre ces produits-là. Ouais. On ne peut pas leur interdire de l'utiliser et importer des produits de pays qui l'utilisent. Ouais. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une concurrence qui n'est pas loyale, quoi. Ouais. Donc alors, et c'est pour ça, en fait, ils ont nivelé par le bas, quoi. Ils acceptent de nouveau des produits on devait être plus, comment dire, qui aurait dû être interdit. Nous, la France, on était plutôt en avance quoi, sur ces questions-là environnementales et tout ça, et puis la PAC aussi. Hein. Ça avait été négocié avec les agriculteurs, l'histoire de la PAC, le verdissement et tout ça. Ça avait été négocié avec la FDSEA. C'est-à-dire le verdissement, tu peux un peu... Le verdissement, c'est que ils ont imposé de plus en plus de bandes enherbées le long des cours d'eau. De ne pas épandre proche des cours d'eau, de ne pas épandre de produits de traitement à proximité des habitations. Il fallait que les fermes aient certaines contraintes par rapport... Ça donne des points quoi, quand on a des bordures de forêt, quand on a des haies, quand on a... Voilà, il faut cumuler un certain nombre de conditions environnementales pour pouvoir bénéficier des aides de la PAC. Les paysans devaient faire de la jachère, donc des zones qui ne seraient pas cultivées pendant un certain temps, pour permettre à la biodiversité, à des insectes, à certains petits animaux de survivre. Quoi. Et tout ça, ça a été plus ou moins rasé suite aux manifestations. Quoi. Ils ont mis une pause là-dessus. Quoi. Ok, d'accord. Ou des produits de traitement qui étaient interdits, qu'ils ont nouveau autorisés. Par exemple le glyphosate, il devait être interdit aussi. Le glyphosate, il continue. Hein. Après, là où je comprends l'agriculture, les agriculteurs, c'est qu'on n'est pas nombreux et on doit nourrir tout le monde. Donc on a des très grandes surfaces. Comment veux-tu exploiter des très grandes surfaces si tu n'as pas les moyens mécaniques et éventuellement chimiques pour y arriver quoi. Enfin, certaines cultures on peut. Je veux dire, nous on a assez facile parce qu'on fait que de l'herbe. Donc que de l'herbe, c'est pas trop compliqué. Par contre, celui qui va faire de la betterave à sucre, c'est déjà plus compliqué parce que quand les betteraves commencent à jaunir et qu'elles vont crever, quand tu es paysan, tu fais quoi? C'est pas évident. Donc, en bio, il y a des systèmes, il y a des rotations de cultures. En plus, tu plantes pas n'importe quoi, n'importe où, parce que chaque terre est adaptée à certaines plantes.
Et là, actuellement, on fait n'importe quoi parce qu'on veut planter telle plante à tel endroit et on va la planter. Tu veux donc dire elle que va être malade. les terres, en fonction de leur structure, de leur texture, des oui. conditions, par rapport à l'acidité du sol, par rapport à la structure, par rapport à ce qu'il y a beaucoup d'argile ou plutôt beaucoup de limon ou plutôt beaucoup de sable, eh ben, il n'y a pas la même chose qui va pousser dessus. Si tu laisses faire la nature, tu as des plantes tout à fait différentes qui vont pousser à différents endroits. Ouais. Et si on ne tient pas compte de ça, et qu'on veut absolument planter, par exemple, du blé à une terre qui n'est pas une terre à blé, eh ben, ce blé il sera beaucoup plus malade, et il faudra des produits de traitement pour le maintenir vivant, quoi. Ouais. Alors que si on fait la bonne rotation et les bonnes cultures ou des mélanges de cultures et qu'on les fait au bon endroit, au bon moment et tout, ce problème ne devrait pas se poser. Et est-ce que l'avantage de la mécanisation et de l'agriculture extensive ne dépasse pas, tu vois, l'avantage de pouvoir faire des grandes surfaces avec des grosses machines qui sont puissantes n'est pas, tu vois, qu'il y a une perte de rendement sur certaines zones parce qu'elles sont moins adaptées, mais par contre, on y gagne plus à avoir une stratégie extensive plutôt que de... tout dépend des prix, hein. Oui, extensif. Non, le problème d'extensif, si c'est extensif et que tu produis... Parce que quand moi je suis rentré au lycée agricole, les rendements en céréales, c'était... Moi je me souviens, ils parlaient de 50 quintaux hectares, c'était beau, hein. Maintenant, il faut beaucoup plus. Non, mais c'est des plantes encore beaucoup plus fragiles. C'est pour ça qu'elles ont besoin de plus de produits chimiques, d'engrais, de pesticides et tout ça. Si on avait des variétés rustiques, des anciennes variétés, c'est comme les vaches, c'est pareil. Nous, on a des Vosgiennes. On a des Vosgiennes qui nous font une dizaine de veaux qui vivent 13, 14, 15 ans. On a régulièrement des vaches qui arrivent au-delà de la dizaine d'années. Mais en Prime Holstein, en plaine d'Alsace actuellement, une vache fait en moyenne moins que 2 veaux et demi. Ils sont tombés en dessous de 2 veaux et demi. 2 veaux et demi avec un veau par an. Ça veut dire que l'animal, ils vont l'élever pendant 2 ans et demi jusqu'à ce qu'elle fasse son premier veau. Et à 5 ans, elle va à l'abattoir parce qu'elle est foutue. Et alors qu'une Vosgienne qui donnera certainement moitié moins de lait, moins que moitié moins, elle va tenir beaucoup plus longtemps. Et nourrie plus sainement, sans ensilage de maïs, avec de l'herbe et du foin. Mais moi, je prétends que le lait que produisent ces vaches-là, il est nettement meilleur que du lait de Holstein produit à l'ensilage de maïs. Enfin, moi, j'en suis 100% convaincu. Ah oui. Du coup, juste pour clore, si j'ai bien compris, en gros, les manifestations, les agriculteurs ont vraiment... Le problème, c'est qu'ils sont pris à la gorge. Hein. C'est que les charges augmentent, les prix n'augmentent pas. À un moment donné, les prix étaient très élevés. Au début de la guerre en Ukraine, les prix des céréales, ils ont flambé. Bien sûr. Et après, c'est retombé. Ça fait un flop, quoi. Donc, après, si le budget ne suffit plus, parce que les prix sont trop bas, c'est compliqué. Et c'est ça qui est difficile, c'est que au début, quand moi j'ai commencé, il y avait des prix garantis. Tu vois, il y a eu des quotas pour que les prix ne descendent pas trop bas. On s'est battu contre les quotas aussi, enfin les paysans se sont battus contre les quotas. C'était injuste aussi. Tu peux m'expliquer les quotas? Moi, j'ai pas à un moment donné, il y avait des prix garantis. Donc les paysans produisaient beaucoup. Il y a eu des montagnes de beurre, ils ne savaient plus quoi faire de ces montagnes de beurre, parce que les paysans produisaient tellement bien, et savaient de mieux en mieux produire, et ils produisaient de plus en plus, et il y avait trop de stock. Ah oui, et puis comme, les prix étaient garantis par l'État, ils y allaient. Ça veut dire que l'État était obligé d'acheter ce qui était produit à tel ou tel prix. Oui, l'État ou l'Europe qui stockait ça sous forme de beurre ou des choses comme ça. Et donc ils ont décidé d'arrêter ce système-là et de contingenter, de dire voilà, vous avez le droit de produire tant pour s'adapter à la demande. Mais toujours à prix garanti. À prix toujours garanti. Oui, les prix sont restés, en tout cas les prix sont restés relativement élevés puisqu'il n'y avait pas de surproduction. Les prix chutent quand il y a surproduction, parce qu'on est dans un système libéral. D'ailleurs pour moi, le système il est trop libéral. Je suis un libéral, mais le système pour moi il est trop libéral. D'accord. Il faut des garde-fous.
Parce que là, c'est quand même pas juste que des fermes, des gens qui travaillent bien, qui travaillent sérieusement, qui travaillent 70 heures par semaine, qu'à la fin du mois, ils aient rien. Ouais. C'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu veux dire par libéral alors? Enfin, Eh ben, c'est-à-dire que actuellement, le prix, c'est l'offre et la demande. Hein. Ouais. Il y a plus de barrière, quoi. Mais il n'y a pas que le prix dans la question de ce qui est libéral, tu vois. On peut pas enfin, moi, de ce que j'ai l'impression de voir, on n'est pas vraiment dans un système agricole libéral parce qu'on n'a pas de liberté foncière, on n'a pas de liberté de prix foncier, on n'a pas de liberté foncière, pas grand chose, on n'a pas le droit d'utiliser beaucoup de choses, il y a énormément de restrictions, on n'est pas du tout dans un système où on a des libertés. Oui, mais alors. Oui, les prix ils sont libres. Ouais, non, mais le principe que l'Europe et puis que la France applique, c'est quand même de dire maintenant, parce qu'à un moment donné, la PAC, il donnait des aides par culture. Si tu faisais du maïs, tu n'avais pas la même prime que si tu faisais du blé. Et si tu faisais du blé, tu avais une autre prime que quand tu faisais de l'herbe, des choses comme ça. Ouais. Après, ils ont décidé de donner le même prime à l'hectare. Ouais. À 1 hectare, tu touches tant. Que tu plantes du maïs ou du blé ou de l'orge ou autre chose, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Et c'est combien du coup? Et en fait, combien ça, le problème c'est qu'après ils ont fait des trucs historiques. Ceux qui touchaient beaucoup de subventions, ils ne voulaient pas les faire baisser trop vite. Et ceux qui en touchaient peu, ils ne voulaient pas les remonter trop vite. Quoi. Donc ça a été, à un moment donné, ça jouait un petit peu... Mais du coup, ça, juste à peu près un ordre de grandeur. Moi, je n'ai aucune idée de la PAC. Si je suis producteur de maïs aujourd'hui... Je n'ai pas rempli les déclarations PAC, mais c'est mon fils qui les a faites. Mais je crois que... Chez nous en montagne, je pense qu'à l'hectare, on doit être dans les 200-300 € l'hectare d'aide par an. Pour du maïs, c'est plutôt 500 quoi. Ouais. Okay. Ça a toujours été le maximum pour le maïs. 500 pareil. Mais après, ils ont décidé que tu peux planter ce que tu veux, tu touches la même prime, PAC. Ouais. C'est plus libéral. Si tu gagnes beaucoup d'argent avec du maïs, tu feras du maïs. Si tu gagnes plus rien avec le maïs parce qu'il y en a trop, eh ben, tu feras du blé. Ouais. Tu vois? Je veux dire, pour que l'offre s'adapte à la demande. Ouais. Après, ils auraient aussi pu le faire de façon contrainte. C'est-à-dire? De dire, on veut plus de maïs, donc on va subventionner plus le maïs. Et l'année d'après, s'il y a trop de maïs, dire, maintenant on payera moins le maïs. Mais bon, ils ont décidé de faire un système. En théorie, c'est les prix qui doivent réguler ce genre de choses. C'est-à-dire, oui. Tu fais du maïs. Non, mais le problème des prix, c'est qu'on ne peut plus compter dessus sur les prix. Ouais. Le gros problème, par exemple, les bio, par exemple, il y a Biolait qui avait un très beau principe de racheter le lait où qu'il se trouve au même prix. Même une petite ferme tout loin en haut de la montagne, où qu'il se trouve. Après, ils ont quand même dit qu'il faut un minimum de, je ne sais plus, ils ne se dépassaient pas pour moi de 150 ou je ne sais plus quelle quantité. Ouais. Donc, mais Biolait, ils ont beaucoup de mal à tourner parce qu'ils revendent beaucoup de ce lait qui est collecté en bio et cher parce que collecter des petites fermes de montagne isolées, ça coûte plus cher que de récolter un gros producteur en bas en plaine. On remplit la citerne en une fois, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et en fait, ça met un petit peu Biolait en difficulté, quoi. Parce que les prix ne suivent plus au niveau de la vente du lait, donc ils en vendent en conventionnel. Ils le ramassent et ils le payent en bio aux producteurs et le revendent sur les marchés conventionnels, ce qui est en excédent. Ah oui, ok. Donc c'est compliqué, quoi. Donc je veux dire, l'agriculture, c'est quand même... C'est un sac de nœuds. Hein. C'est compliqué. Quand j'étais jeune, c'était moins compliqué. Laisse-moi juste, si tu veux bien, exprimer un truc, mon ressenti un peu par rapport à ça. J'ai l'impression que un des problèmes, c'est que il y a eu trop d'interventions de subventions, de politiques, de régulations, tu vois, que finalement on tient les agriculteurs par la main et que l'effet de ça, c'est que les agriculteurs, ils ne sont pas des bons businessmen. Et ils deviennent des fonctionnaires, et quand, presque.
Voilà, ouais, des fonctionnaires, Et ça, on n'aime pas du tout. mais sans garantie. Ça, on n'aime pas du tout. Et quand tu es dans un système libéral, c'est sûr que si tu n'es pas un bon businessman, eh ben, tu vas pas avoir des bons résultats. Et surtout si tu méprises le fait d'être un businessman, de faire du commerce, de dire ah tiens là je vais mieux vendre ma réunion d'IGA. J'ai un peu fait mon discours d'enfoiré, tout le monde me détestait je suppose pendant cette réunion. Enfin, j'étais le petit arriviste là, mais tu vois, ça me semblait assez évident, et c'est sans doute pas aussi vrai que ça me semble, mais que ces types qui produisent de la betterave, ils devraient produire 10 fois plus de betterave, et s'ils étaient bons en marketing, en vente, ils pourraient la vendre 10 fois plus cher et gagner mieux leur vie en travaillant 10 fois moins. Parce que, là, on nous a un petit peu... Déjà, les paysans, la majorité, sont plutôt paysans que businessmen. Ils ont plus envie d'être dans leur champ, cultiver, produire et tout, que de faire du business. Et après, le business, c'était censé être les coopératives qui feraient le business. Mais c'est les coopératives, non, mais les coopératives, c'était les agriculteurs qui les ont créées. C'était leur outil. Mais le problème, c'est que les coopératives, maintenant, coopératives gagnent du fric et les paysans n'en gagnent toujours pas. C'est pas logique. Les coopératives devaient être comme le magasin Nouvelle Douane, comme notre magasin Nouvelle Douane, il est là pour vendre nos produits et le bénéfice doit revenir aux fermes. Les coopératives, ça devrait être ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. C'est que effectivement, le business, la transformation, la vente et tout ça ont rapporté de l'argent et que c'est pas revenu dans les fermes. Là, cet argent, moi, les coopératives, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais c'est encore une fois une erreur commerciale, du coup. C'est les paysans qui auraient dû garder la main sur cette truc-là. C'est clair. Même s'il y a des paysans qui restent, qui sont des gestionnaires, qui sont dans les comités de direction et tout ça. Crédit Agricole, il y a aussi des paysans qui sont dans le comité. Crédit Agricole, ils se portent bien, mais les paysans ne se portent pas bien. Alors ça ne va pas. C'est sûr. C'est quelque chose qui ne va pas. Et tu penses que y a une voie, il y a un chemin pour dans 40 ans que... Je ne sais pas. Moi, à la fin de nos carrières, ton fils et moi, on soit... J'en sais rien. Le monde est changé. Le problème, c'est que les paysans sont très individualistes aussi et que... Ils sont très individualistes. Dans le sens que... chacun travaille un peu pour sa ferme, pour son truc. Il pense qu'il fait mieux que le voisin parfois, et ainsi de suite. C'est pas facile comme les coopératives, c'était des agriculteurs au départ qui se sont mis ensemble pour créer des coopératives. Mais après, ils ont lâché le morceau à des gestionnaires autres qui ont bien géré puisqu'ils gagnent des sous. Ils ont mieux géré que les agriculteurs. Mais les sous ne reviennent pas à l'agriculture. Non, mais c'est sûr. Je vois chez beaucoup de gens un mépris du business. Tu vois, et si tu méprises le business, tu vas vouloir t'en débarrasser. Et après, il y a les gens qui savent faire du business qui vont reprendre ça. Et puis après, c'est tragique, mais du coup, t'es plus capable de te défendre toi-même. Mais bon, l'idée est géniale de créer des coopératives entre agriculteurs pour pouvoir mieux gagner de sa vie. Bien sûr. Après, c'est tragique. Et pour avoir une force de vente. Parce que maintenant, il y a 2 ou 3 centrales d'achat qui peuvent tuer qui ils veulent, quand ils veulent. Leurs fournisseurs, ils les tuent quand ils veulent. Ils arrêtent de leur acheter des produits, ils sont morts. C'est eux qui ont le pouvoir. Même moi, je fais des stratégies pour embêter un peu mes concurrents. Même moi, je me dis, tiens, je vais essayer de lancer la même chose que... Bien sûr, c'est naturel. Mais c'est à toutes après, les la échelles. concurrence, c'est sain. Quand il y a une concurrence, c'est sain quand même. Ça tire vers le haut. Ça tire la qualité vers le haut, ça tire normalement vers le haut. C'est pas, mais il ne faut pas que ce soit une concurrence trop exacerbée, quoi. Ou alors. Il ne faut pas faire crever tous les. Voilà. C'est aussi le truc où dans un. En fait, tu vois, dans le milieu de la start-up en France, il y a, et dans le monde, il y a quand même un petit peu. De ce que j'en vois un petit peu de l'extérieur, une culture qui est très originale, qui est très étrange, qui est la culture de l'échec. Tu vois, où tu as le droit de faire ce que tu veux, de développer ton projet et tout ça, mais il y a une acceptation que tu prends des risques et tu as le droit d'échouer aussi.
et Oui. tout perdre. Et Oui. dire, bon, bah, j'ai tout perdu, voilà, je déclare, je fais faillite Oui. et tout ça. En Quand t'es France, c'est mal agriculteur, perçu ça. ouais, mais bon, ça se Ouais. fait quand même, tu vois. Oui, La faillite, oui. elle existe. Oui, tu bien peux sûr. dire, bon, bah voilà, j'ai raté mon projet, tu as des, Ouais, ouais. des allègements, on reprend ta dette et tout ça. Ouais, J'ai ouais, l'impression que tu es agriculteur, tu as ta ferme de 250 hectares avec tes grosses machines que tu viens d'acheter qui valent des millions, tu as ton truc qui tourne, tu peux pas. C'est comme si c'était pas possible de dire maintenant j'arrête. Et d'ailleurs, en effet, c'est pas possible. Hein. Ah, et c'est souvent, en plus, c'est des terres familiales, En donc plus, il y a un attachement Ouais. un petit peu aussi, tu vois, que plusieurs générations ont développé, donc il y a aussi ce côté-là. Mais bon, après, je crois qu'il faut... Les gens, personne n'est obligé de réussir. Hein. Tu peux tomber dans des périodes beaucoup plus difficiles que d'autres. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi. Moi, je dirais, j'ai quand même eu la chance de travailler dans des années plutôt favorables, je trouve. Ouais. Ouais, il y a un développement. Mais actuellement, c'est plus compliqué. Ok. C'est plus difficile actuellement. Tant que l'énergie n'était pas chère, tout allait bien. Ouais. Et maintenant, l'énergie est chère. Et c'est ça qui plombe. Hein. Ouais. L'énergie, et puis je ne suis pas contre le social il en faut. Le social, hein, c'est clair. Tu veux dire. Ça plombe. Hein. Les charges, Quand je vois les cotisations sociales que mon fils paye tous les mois, je me dis, quand on a commencé, mes parents et moi, on n'avait presque pas de cotisations sociales. On était au forfait agricole, donc au minimum, et on ne payait pas grand-chose. Et ces années-là, on gagnait de l'argent. On ne parle pas, j'ai fait un virement à la MSA hier de 690 €. Ils ne savent pas trop d'où ça vient, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais j'avais un rappel. Ah oui, ils ne savent pas d'où ça vient en plus. Bah, je sais pas. Ouais. Tu sais, c'était mon employé, elle était en arrêt maladie, Ah oui. mais il me demande quand même Ah ouais. les charges salariales. Pas normal, non? Non. Mais bon, je suis passé, tu sais, j'ai passé 15 coups de fil, Ouais. personne qui savait me répondre. Au bout d'un moment, j'ai dit bon, en fait, je sais pas pourquoi j'ai payé, j'aurais dû attendre. Sinon, C'est bête. T'as mais pas bon. un comptable? Non, bah pas non, au tu CFG, sais, non. seulement à partir, si je suis au CFG, mais seulement maintenant, Oui. à partir de maintenant. Ouais. puisque Demandez. je suis jeune Ils ont des agriculteur. spécialistes là, Madame Rémen, qui Ah ouais, est au ok. truc. Hein, Ah oui, je l'ai eu ils au sont- téléphone ils hier, sont bons. justement, j'aurais dû Ouais, lui demander. Madame Rémen, elle est. Ouais. Ah, ok. Ah ouais. Ouais, bonne idée. Ouais, non, mais parce qu'on Mais, peut plus s'en sortir, ça devient trop compliqué tous ces trucs. C'est ça, après il y a ce côté aussi où, ok, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, j'ai plein de trucs dans ma tête, et puis il y a un moment où j'ai juste eu envie de dire, oh bah tant pis, c'est bon, j'avance et je mets ça de côté, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que 690 €, c'est pour un ouvrier agricole saisonnier, c'est la moitié d'un. En gros, c'est un mois, mi-temps. un mois de cotisation sociale. Ouais, voilà, c'est ça. Pour un mois. Ouais. Ou un smicard à peu près, non? Ou un salarié à mi-temps au SMIC pendant un mois. Tu vois, que j'aurais pu financer. Ah oui, Aussi, ouais. un peu. Bon, quand même pas. Et, Après, je dis pas, il en faut du social, mais bon, on arrive à des sommes faramineuses. Hein. Les hôpitaux, les médecins, le chirurgien, il te fait une opération, il te demande 500 € de plus que le barème. Enfin, bon, voilà, mais... moi, je crois en la voie du milieu par Oui. rapport à ça. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait plus d'aide sociale, plus de gens au RSA, plus de gens au chômage, plus de gens à la retraite. Pas de problème, on augmente tout, aucun problème. Mais il faut trouver un moyen pour qu'on s'enrichisse plus. De financer. Parce que plus on a de l'argent, plus on peut partager. Mais le problème, c'est qu'en travaillant qu'on a produit de l'argent. Ouais, bon. Enfin non, il y en a qui en produisent sans rien faire. C'est vrai. De plus en plus d'ailleurs maintenant, paraît-il. T'achètes des bitcoins, je sais pas quoi, enfin j'en sais rien, moi j'ai jamais... Attends. Écoute, moi recentrons un peu. moi j'avais une fois mis un peu d'argent sur un plan d'épargne, comment ils appelaient ça, un PEA, plan d'épargne en action. Ouais. Et je me souviendrai toujours, le conseiller m'a dit « Ah, la bourse, elle a encore des beaux jours devant elle. » Ouais. Parce que la bourse, elle n'arrêtait pas de monter, doucement, mais elle montait. Puis, à partir du jour où j'ai fait ça,
elle n'a pas arrêté de dégringoler. Quand c'est revenu à peu près au même niveau, j'ai revendu. J'ai dit, je Ah voudrais ouais, savoir ce truc. bah t'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce qu'après c'est remonté. Je sais bien. Ouais, mais bon, c'est. Ouais. J'aurais bien perdu. Je rentre pas là-dedans. C'est pas sain de gagner de l'argent sans rien faire. Ouais, je sais pas, parce que enfin, quand t'es actionnaire, tu fais pas rien non plus. Tu prêtes de l'argent à des entreprises. Ouais, mais vois. bon, pour prêter, il faut en avoir. Alors, Oui, ça c'est sûr. Il y a bien quand sûr. même un minimum de gens qui en ont suffisamment pour en donner, pour acheter des actions, quoi. J'ai pas compris. Il y a un minimum de gens qui peuvent acheter des actions. Tu veux dire qu'il n'y a pas grand monde? Il n'y a pas grand monde qui en Ah, ça c'est achète. plus vrai maintenant. Moi j'ai des actions. Ouais. Moi j'ai une action, Ouais. Tesla. Ah, voilà. Tesla, ils ne sont pas se casser la figure. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'était plutôt ludique en fait, Comme moi. parce que j'observe tout l'univers là, toutes ces entreprises d'Elon Musk, ça me fascine et du coup ça met un peu, tu vois, parce que tout est tellement enchevêtré Ouais. dans toutes ces entreprises, Bah oui. mais il y a une seule action dans toutes ces entreprises, Ah ouais. qui est celle de Tesla, et du coup il va dire une bêtise, il va faire un truc, et ça va baisser, Ouais. et le lendemain il y a sa fusée qui va exploser, du coup ça va encore baisser, Ah ouais, mais ouais. ensuite il va avoir un contrat avec machin, et ça, Ouais. mais ouais, Bon. je pense pas que je vais gagner beaucoup d'argent avec cette action, mais juste pour dire que maintenant, l'action, acheter des actions, être actionnaire de grandes entreprises ou de plus petites entreprises, enfin Oui, des grandes beaucoup entreprises qui quand le même, font, ouais. il y a, franchement, ces derniers temps, j'écoute les conversations des jeunes à la sortie du lycée. Et ben, ils parlent plus de ça. Hein. Ah ouais, ouais. La fluidité de la liquidité, de l'action, machin, de Ouais. quoi. Mais parce que tu peux investir 10 euros. Hein, Bon, bah c'est. et je comprends que ce soit un peu. Moi, ça me tente pas, quoi, ce genre de. Ouais. Non, je suis pas d'accord, pardon, mais je trouve que à partir du moment où tout le monde peut le faire, Oui. c'est une autre manière d'exercer son pouvoir démocratique. Tu vois, parce que au lieu, tu peux aller voter, c'est bien, tu vas voter, mais aussi tu dis ah ben moi j'y crois, j'aime cette entreprise, Ouais. j'aime. Oui, Je sais pas, moi, tu vois, je pense que j'adore Monsanto. Je sais pas si Monsanto est. Ils sont en bourse, tu crois? Disons qu'ils le C'est sont. risqué aussi, parce que le jour où ils devront payer pour tous les gens qui sont malades à cause Bah, de leurs produits, Disons, leurs actions risquent de plonger. prenons les choses autrement. Disons que j'apprécie la nouvelle Ouais. stratégie de Bayer Monsanto qui est Ouais. de se lancer à fond dans le bio. Oui. Depuis, ils ont un plan sur 10 ans, ils Ah investissent oui. des milliards et des milliards là. D'accord. Hein. Ah Donc oui. tu peux te dire, ah tiens, Ouais, je pense que ce changement de direction est une bonne chose, j'ai envie de le soutenir, D'accord. et du coup j'achète des actions, je deviens actionnaire. 200 euros, 200 euros. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, Voilà, je sais pas, j'ai l'impression que si ça devient quelque chose que tout le monde peut faire, ça peut changer la donne. C'est une bonne Ouais. manière de dire voilà, j'ai un peu de sous, j'y crois et j'ai envie de soutenir une entreprise. ouais. Bon, mais alors, la ferme Ligne Grubeux, pardon. Ouais. Comment ça s'est passé, qu'elle s'appelle la ferme Ligne Grubeux d'ailleurs? Oh, bah ça, c'était le nom du lieu-dit. Hein. Ok. Die Linde, c'est le tilleul, et Grube, c'est la carrière, et Ah oui. au-dessus de chez nous, il y a une carrière. Et mon grand-père, Victor, celui qui justement a hérité de la petite bicoque en mauvais état à 4 hectares et demi de terre, en hiver, il allait casser des cailloux pour les routes, pour faire les routes. Ah ouais, Dans la carrière au-dessus de chez nous, ok. à la Grube, Dans la Grube. ligne de ouais. Grube, voilà. Et c'est jamais Et venu, au niveau mondial, il n'y a pas d'autre ligne de Grube. Ah ouais, C'est marrant, hein. ah ouais, Tu tapes ligne Grube sur Internet, il n'y a que nous. ok, ouais. Voilà. Et les lolaires, tu cherches les lolaires, toute la France, tous les lolaires que tu trouveras, ils sont originaires de la ferme ligne Grube à Brackenbach. Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas C'est d'autres fou. lolaires. Et ça veure dire un truc, Lolaire Non, enfin, d'après je crois que c'est les Mormons qui font des trucs sur les mots. Ça viendrait de LOL, H-E-R-E, et R, c'est le troupeau. Donc Ah. ça serait celui qui garde le troupeau. Donc, D'accord. est-ce qu'à l'origine, les lolaires étaient déjà des... Mais parce que ton arrière-grand-père, c'était un Mormon? Non, peut-être pas. Non, pas. mais moi Il y j'avais avait fait des beaucoup de communautés recherches dans par les rapport parages, à la Ouais. généalogie. J'avais fait des recherches un petit peu. Et puis voilà, on a réussi à monter à 1650 où il y avait des lolaires à Breitenbach. Ouais. Déjà. Ah ouais. Ok. Mais d'où ils sont venus, je n'en sais rien du tout. J'ai cherché sur les pays plus à l'est, Autriche, Suisse, Allemagne, n'importe. Il n'y a pas de lolaires. Ils sont apparus. Par Génération contre, il y en a aux spontanée de États-Unis. Lolaire. Ah oui, mais là, ils sont partis après, non? Ils ont dû partir Ouais, d'ici. ouais. Ah, ok. Ouais, ouais.
Et quand dans toute ta carrière, Ouais. du coup, aujourd'hui, la production agricole de l'exploitation, de la ferme Ouais. de Nicobe, Ouais. c'est une production laitière Oui, de vaches en pâturage, oui. et vous utilisez une grande partie de ce lait, ou voire tout, pour produire du fromage, On transforme tout. du yaourt. Il y a 0 litre en coopérative. Ouais, ok. On transforme tout. On vend direct un peu de lait cru. Tout. Oui. Ouais. Oui, c'est tout, quoi. Ok. Et avec vous travaillez en biodynamie? En bio. En bio. En bio. Ok, d'accord. Ouais. J'avais fait une petite formation biodynamie aussi de 2-3 jours. Ouais. Ouais, bon, c'est sympa. Dans les trucs qui t'intéressent comme ça un peu. Ouais, bon, Ouais. je me suis jamais vraiment lancé là-dedans. Donc en bio. Et c'est quoi les règles principales Depuis 2000 en bio. Ok, ah oui, d'accord. Mais avant, mes parents, c'était presque bio. C'est juste que les céréales qu'ils achetaient comme complément alimentaire n'étaient pas de ferme bio. Donc les vaches ont eu quelques céréales non bio. Mais sinon, franchement, ils étaient presque en bio, quoi. Mais en 2000, on a demandé un label, quoi. Et pourquoi? Quand on a commencé à développer la production et qu'on a commencé à vendre plus loin, c'était quand même un label était quand même important. Autant tant qu'on vendait sur le village de Breitenbach ou un ou deux villages voisins, tout le monde nous connaissait, on n'avait pas besoin de label. Ouais. Mais après, une fois qu'on va plus loin, ça vaut le coup. Ça, il faut quand même, quoi. Mais je voulais dire, pourquoi vous avez choisi ces pratiques? Pourquoi Le vous avez bio. choisi de les garder? Moi, j'ai toujours... quand j'étais au lycée agricole, ils m'appelaient déjà le bio écolo, touristico, je sais pas trop. Enfin voilà, j'étais déjà un petit peu à part par rapport à mes copains qui avaient des fermes de Touristico, plaine. parce que tu avais déjà on avait une déjà ambition, on avait déjà fait ah un oui, gîte. ok. Enfin non, quand j'étais au lycée, on l'avait pas encore, mais je l'ai fait l'année où j'ai fait mon service militaire, on a fait le premier gîte. Ok, ouais. D'accord. Ouais. À un moment, on a eu jusqu'à 4 gîtes qu'on louait. Ok. Ouais. Vous avez revendu du coup. Et après, non, après on a loué à l'année. Il n'y a plus que 2 gîtes. Ah oui, quoi. d'accord. Ouais. C'est moins de contraintes, changer de locataire toutes les semaines et tout. Quoi. Mais alors pourquoi vous êtes resté là-dedans? C'était quoi Au tu départ vois? Ouais, enfin, disons, dans le bio, tu vois? Ah, dans le bio. Ouais. Le bio, moi j'étais toujours convaincu que faut travailler avec la nature, pas contre la nature. Et les produits chimiques, ça m'a toujours rebuté. Alors, Bon, ouais. Mais c'était dans ton éducation, la manière dont tes parents tenaient la ferme? Oui. Ça. Ah oui, punaise, quand on voit... En tout cas, il n'y a pas eu de transition. Toi, t'es pas arrivé comme un rebelle non, à dire pas du maintenant tout, on va pas arrêter. du tout. Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Non. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a une transformation importante que tu as apportée dans l'exploitation? Disons, j'ai beaucoup développé par rapport à ça, parce que mes parents, ils vendaient que du lait cru et un peu de fromage blanc. C'est tout. Okay. Ah ouais. Donc tous les autres produits, on a rajouté, À commencer par quoi? Mes parents, ils avaient une centaine de litres de lait par jour, avec leurs 10-12 vaches, quoi. Ouais. Très peu. Ok. Les vaches, elles donnaient 3000 litres de lait par an, en gros, en moyenne, les Vosgiennes. Donc, ils avaient 120 litres de lait jour, en gros. Et donc, après, on a quand même beaucoup développé. Plus de vaches, plus de production quand même par vache. Et donc, là, actuellement, on est plutôt à 600-700 litres jour de moyenne. Là. Okay. Et donc, on fait du yaourt, on fait du master, on fait de la tome, du barcasse. Ouais. Donc, on a beaucoup diversifié la gamme. Et ça, c'était surtout parce que comme on était sur des petits marchés, disons, si on se déplace sur un marché, quand on a une gamme de produits, on vend quand même nettement plus que quand on n'a qu'un seul produit. On ne se serait pas déplacé pour juste du yaourt. C'est toujours plus facile de vendre autre chose à un client que tu as déjà que de trouver un nouveau client pour lui vendre la même chose. C'est tout ce que j'essaye de faire. C'est pas facile. Oui, c'est bien de diversifier un peu. Mais bon, après, on peut moins se spécialiser aussi quand on diversifie.
Ouais. Si maintenant on avait, au lieu de faire ça, on s'était installé à fond pour faire du master, que du master, il faudrait moins de salariés, ça serait plus facile peut-être aussi, que d'avoir une gamme aussi large de produits. C'est à double tranchant. Ah ouais, ok. Donc, ça, c'est jamais venu, il n'y a pas eu de transition, vous étiez... Par rapport au bio. Pardon, excuse-moi, j'ai mélangé un peu les trucs dans ma tête, mais ce qui s'est passé pour toi pendant ta carrière, c'est cette diversification. Vous avez aussi, t'as aussi, est-ce qu'il y a eu une automatisation, beaucoup, est-ce que... on a eu des matériels de plus en plus performants quand même. Hein. Faucheuse plus large, tracteur plus gros, fallait quand même sûr pour arriver à faire, puisqu'il y a eu de plus en plus de surface. Et donc oui, quand même, Après, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, on a fait seulement, il y a 10 ans, une bonne dizaine d'années, une salle de traite. Ok. Avant, les vaches étaient attachées. Encore, l'étable de mes parents, en 68, c'était une étable entravée. Les vaches étaient attachées. Ok, Et au passé, on avait la pipeline pour la traite. Pardon? Pipeline pour la traite. Okay. Le lait en pipeline, il allait dans le tank à lait. Ouais, ok. Et donc maintenant, c'est une salle de traite. C'est quand même, on en traite 10 à la fois, quoi. C'est une salle de traite 2x5 avec des crochages automatiques. Donc une personne peut traire les 50 vaches. Je connais bien, c'est celle des Romères. Des Romères à Échaud. Je connais pas. Si tu vois. Non. Je connais pas. Que je salue, Sébastien, très sympa. Tu sais, dans ce monde agricole difficile à pénétrer, c'est une des personnes que je peux appeler pour lui demander des trucs parce qu'il est jeune et il a le temps, enfin il prend le temps de m'aider un peu. Mais du coup, eux, ils ont... pardon, c'est pas mon domaine, du coup, je suis un peu... j'essaye de comparer avec ce que je connais. Eux, ils ont les vaches qui sont dans l'étable et qui sortent aussi dans la prairie qui est tout autour. Et dans l'étable, il y a une espèce de couloir comme ça dans lequel les vaches rentrent quand j'ai l'impression quand elles ont envie de se faire traire. Et il y a un robot. Et c'est un robot, c'est ça? Oui, ça doit être un robot, a priori. Moi, j'ai pas de robot. Ça veut dire que moi, j'ai pas de robot, les pies, il y a des trucs qui s'accrochent automatiquement ou tu as besoin d'être là? Ah non, t'es pas là. Ok, d'accord. Enfin, si c'est un robot, hein. Ouais, je pense, je crois. C'est très à n'importe quelle heure ou c'est fixe? Quand on se balade, tu vois, du coup, on y allait avec ma famille, avec mes enfants et tout ça, pour les voir. Et il y en a qui y vont tout le temps. Tout le temps, donc c'est... Alors, ou bien elles vont au robot pour se faire traire, ou alors elles vont au DAC, c'est le distributeur d'aliments concentrés, où elles peuvent recevoir des céréales 2 ou 3 ou 4 fois par jour. Il y a les deux possibilités. C'est possible, possible qu'elles aillent juste manger et que le soir à 17 ou 18 heures, ils emmènent tout le monde à la traite. Et qui traite encore à la salle de traite. Écoute, il faut que je l'appelle pour que je l'interviewe. Ou alors c'est le robot, et le robot est aussi un DAC, puisque dans le robot, pourquoi les vaches y vont? C'est parce qu'elles doivent manger aussi quand elles vont là-dedans. Sinon, elles iraient quand même, si elles ont beaucoup de lait, elles ont envie de se faire traire. Mais je sais pas, parce qu'il a un robot qui pousse la nourriture, tu sais, là, le truc. Ah oui, donc à mon avis, donc, il nourrit par là, le long de l'étage. Il a peut-être aussi un robot de traite. Bon, écoute, je lui demanderai. Mais toi, en tout cas, c'est pas comme ça. Non, nous, robots de traite, je pense pas que ça soit une bonne idée. Parce qu'en fait, on transforme le lait. Et quand on transforme le lait, il vaut mieux utiliser le lait. Quand il arrive de la traite, nous, on commence la traite le matin à 7h. À 8h, 8h15, elle est finie. Donc, on a le lait à l'espace d'1h15. Tout le lait arrive à la laiterie. Le soir, pareil, en 1h, 1h30, il arrive à la laiterie. Du coup, et le lait, il est, si on veut faire du fromage, c'est pas bon que toute la journée, il y a du lait chaud qui arrive sur le lait froid dans un tank à lait et tout. C'est pas bon. Donc, pour la transformation, c'est pas une bonne idée, quoi. À mon avis, pour faire du fromage. Pour faire du yaourt, ça ne poserait pas de problème. Ok, parce que le fromage a besoin de... le fromage, il y a quand même des ferments. Notre fromage blanc, par exemple, c'est un caillé naturel sans présure. On ne met pas de présure. Ah oui, c'est vrai? C'est un caillé lactique. Et ça,
en plaine ou des élevages qui nourrissent de l'ensilage, ils peuvent déjà pas le faire. Impossible. Ok. Parce qu'il y a des bactéries, des butyriques ou d'autres bactéries qui sont dedans à cause des ensilages qui font qu'ils peuvent pas le faire, ce fromage. Ah ouais, d'accord. Donc dans le lait, naturellement, il y a des ferments lactiques qui peuvent faire du fromage. Eh ben, normalement, l'évolution normale du lait, tu traites ta vache, si tu réfrigères pas ton lait, tu le laisses à 20 degrés, ça devrait donner du fromage blanc. Normalement. Si ça donne pas du fromage blanc, c'est que c'est pas du bon lait. Ah ouais, incroyable. Enfin, pour moi, c'est simple. Ah ouais, et je pense qu'à très souvent, dans les élevages, ce n'est plus du bon lait. Parce que les ensilages, c'est une aberration, quoi. Vas-y, tu peux me raconter du coup qu'est-ce que c'est le meilleur lait que tu puisses imaginer? Pour moi, c'est des vaches rustiques. Ouais. Donc, qui ne sont pas hyper productives et qui ont de l'exercice, qui vont dans les parcs. Hein. C'était quoi la race dont tu parlais, la race que vous avez vous? Nous, on a principalement de la Vosgienne. Ouais, ok. Bon. Donc une race rustique. Ouais. Pour moi, c'est mieux qu'une Holstein. Ouais. Après économiquement, c'est vraiment la vache moderne dont tu parlais tout à vraiment économiquement. Bon, moi, j'ai appris au lycée agricole que c'est plus intéressant d'avoir 10 vaches à 10 000 litres que 20 vaches à 5 000. Ouais. J'ai appris ça au lycée agricole. Tu as besoin de moins les nourrir. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce que les profs m'ont appris. Parce que ouais, tu peux te le permettre parce que tu n'hésites pas à aller vendre tes produits, à les mettre en valeur. Ouais, mais bon, si le produit est différent, si le client est assez futé pour le remarquer, t'as gagné, quoi. Ah bah là, je suis tout à fait d'accord. T'as gagné. Par contre, si les clients ils ne regardent que le prix en bas de l'étiquette, t'es foutu parce que en fait, si le seul critère de choix c'est le prix, tu n'y arrives plus. Donc la race. La race et l'alimentation. Et l'alimentation. Donc ça. Ouais. Et après, non, que l'animal soit heureux aussi, qu'il soit bien, qu'il soit zen, qu'il soit. Voilà, qu'il soit content de vivre. Comment vous gérez, pardon, toi tu es à la retraite, mais comment vous gérez c'est quoi la gestion du pâturage, des pâtures, comment vous faites les pâtures, on tourne sur les différentes parcelles. Ouais. Alors, selon la pousse de l'herbe, selon la saison, on tournera plus ou moins vite. Au tout début de saison, on tourne vite parce qu'il n'y a pas beaucoup. Après, ça va pousser très fort, donc là, on va tourner un peu moins vite. Et puis après, l'été, parfois, on est même obligé de complémenter parce qu'il n'y a plus assez d'herbe. Ouais. Donc, on tourne vite ou doucement, comme il n'y en a plus assez, de toute façon, même en on y été, arrive il faut qu'il y ait du stock, un petit peu d'herbe. Alors, maintenant, depuis quelques années, on n'a plus le choix. On peut les sortir un peu plus tôt, on peut les rentrer un peu plus tard, on a peut-être plus de production printemps et automne, mais l'été, on est presque sûr. Mais le climat, vous avez vraiment dégradé, hein, franchement. Oui, que plus chaud. Le climat, surtout pour les cerisiers aussi. On était dans la vallée du Kirch, les cerisiers, ils étaient magnifiques toujours. Ouais. C'est de pire en pire. Hein. Les cerisiers, ils souffrent aussi. Les cerisiers sont mûrs 2-3 semaines plus tôt que quand j'étais jeune. Et puis les arbres, ils ne tiennent pas aussi longtemps. Hein. Ceux que je t'ai dit qu'on avait greffé là, les 40, là, il y a plein qui sont en train de péricliter, là, déjà. Et c'est pas ceux du grand-père, hein, c'est les biens. Ouais, ceux que toi, tu as plantés. Ils ne tiendront pas aussi longtemps que ceux du grand-père. Hein. Ok. Ouais. Il va falloir commencer à planter des figuiers. Ouais, mais bon, après, on a quand même encore des gelées. Ouais, c'est vrai. Donc, tu fais comment dans ce cas-là? Et l'alimentation, du coup, toi, tu m'expliquais l'autre jour que vous nourrissez vos vaches quand elles ne sont pas en prairie avec de l'herbe séchée, alors que la plupart des exploitations travaillent avec des ensilages. De l'herbe ensilage. Donc c'est l'ensilage, si j'ai bien compris, tu récoltes ton herbe quand elle est encore assez humide
Et quand elle n'est pas tout à fait sèche, oui. Pas tout à fait sèche. Oui. Un moment précis de travail. Ouais, ben disons, il y a des enrubanés plus secs, d'autres moins secs, voilà. Ouais, Toi, en tout cas, c'est conservé de façon humide, comme une choucroute. Ouais, il faut Comme le une mettre choucroute. dans Il faut que ça soit étanche. dans les trucs en plastique qu'on Il faut voit. c'est ça absolument que ça soit étanche. Ouais, Alors ouais. ça peut être dans des silos, hein, ça peut être dans des silos en béton et couverts avec des plastiques. Ouais, Mais il faut que ça soit étanche. Si c'est pas étanche, c'est de la pourriture, quoi. ouais. C'est du moisi, c'est du pourri, c'est. Si c'est étanche, mauvais. il y a les bonnes bactéries qui vont se développer. Et qu'il n'y a pas de terre dedans. Il n'y a pas de terre. Alors vas-y, Ouais. de récolter du foin sans terre. Il y a quand même des taupinières, il y a parfois des dégâts de sanglier, il y a les machines qui grattent par terre. Ouais. Bon courage. Ok. Hein. Mais disons que l'ensilage est parfait. Oui. Tu penses que la qualité. L'ensilage est parfait, ça peut fonctionner. Ok. Ça peut fonctionner, mais c'est quand même pas pareil. Il y aura quand même Parce un que moins. le lait sera plus acide. Ouais. D'accord. Il y a une acidité, la choucroute c'est acide aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça a un pH, je ne sais pas combien ça descend, mais ça descend très bas. Hein. Ouais. Si les vaches ne bouffent que de la choucroute, bah, t'imagines, c'est trop acide et le lait, tu sens cette acidité. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est Et il y a sûr que plein de je gens mange qui que de la disent, choucroute le toute la jour journée. où mon paysan a commencé à donner des ensilages à ses vaches, j'ai arrêté d'acheter du lait chez lui. Ouais. Ouais, ok. Et c'est flagrant. Et du coup, vous nourrissez avec de l'herbe séchée, qui n'est Ouais. pas fermentée. qui est Non, pas fermentée, ouais. Et avec d'autres choses aussi. On donne du complément de céréales quand même. Ouais, ok. Parce qu'il Il faut faut, une vache laitière avec du foin de prairie naturelle. Il faudrait déjà faire des foins exceptionnels pour que ça suffise, quoi, en qualité. Ouais. C'est-à-dire sécher en séchoir, avant que ça soit sec, déjà le ramener à la maison pour éviter de perdre des petites feuilles, tu vois. Ouais. Donc, ouais, mais on complémente un peu quand même. Ouais. Surtout d'accord. celles qui produisent beaucoup, celles qui viennent de faire leur veau. Celles qui sont en fin de lactation n'ont pas besoin d'être complémentées. Ok. Mais en début de lactation, quand elles démarrent bien, il faut les aider un peu, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Ok, ok. Et oui. Ouais. Intéressant tout ça. Ouais, c'est bien. Bien, bah écoute. Non, je veux bien. T'as encore quelques minutes? Oui, si tu veux. Moi, je pense, tu vois, je lance ce projet de. Oui. Tu me dis, hein, si tu veux qu'on arrête dans 2 minutes, on peut, hein, si c'est un peu fatigué. Ouais, Je sais ouais, pas quelle heure. Moi, j'ai mon téléphone qui est en train de filmer là. J'espère d'ailleurs. Mais je sais pas du tout quelle heure il est. Du coup. Ouais, Si bah, tu veux, on je peut y peux te aller. dire l'heure. Ouais. Il est 15h30. Ah ouais, quand Ok. même. Ouais, bon, on va bientôt bientôt finir. arrêter. Alors, c'est un projet à très long terme là. Tu vois, Ouais. quand je pense à ça, là, tu vois, Ouais, je fais ça, je fais mes petites expériences, je fais mes erreurs bêtes, des premières interviews, mais je pense vraiment à ce que ça pourrait être si je persévère pour faire ça dans 10, 15, 20 ans, tu vois. C'est un truc oui. que je faisais pas avant, mais maintenant je me projette vraiment dans le temps long. Et il y a un autre projet que j'ai, qui est un projet agricole, qui est un peu mon projet, pour être honnête, un de mes projets rêvés pour le futur. Quelque chose qui me fait vraiment envie, ça serait de créer une ferme en montagne. Ça m'a fait rêver, tu vois, quand j'ai vu la ferme dont on parlait tout à l'heure. Acheter une ferme qui est à reprendre dans un bel endroit et en faire un lieu, trouver un associé qui soit probablement un des restaurateurs avec lesquels dans 10 ans je travaillerai depuis une quinzaine d'années, tu vois, et créer un lieu qui soit un lieu agricole de production diversifié, donc qui vendent les produits de l'exploitation, mais également qui soit un lieu de tourisme, Une auberge. plutôt haut de gamme, un restaurant, hôtel-restaurant de luxe. Vraiment, voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui c'est possible pour quelqu'un comme moi de rêver d'un tel projet? Il faut les financements, quoi. Sinon, oui. Ouais. Il faut les financements, quoi. Il faut les sous. Mais par exemple, est-ce Parce que tu as que, bon, l'impression bah, que une moi, ferme, c'est. Oui. si je développe mon projet à Strasbourg, Oui.
Le micro-pouce, ça marche bien. Je fais mes fleurs, ça marche bien, ça commence à gagner de l'argent. Disons que comme j'ai vraiment envie de diversifier, dans les 10 années qui viennent, je développe un atelier d'élevage, probablement au vin, de volaille, puisque c'est ce qui va vite, c'est rentable, tu vois, c'est une bonne porte d'entrée dans l'élevage. Est-ce que tu as l'impression que la SAFER me vendrait? Écoute, alors je ne sais pas si tu arriveras à trouver ton bonheur en Alsace, mais il y a plein de régions où effectivement il y a des fermes disponibles. Hein. Oui, bien sûr. Il y a un paysan sur 3, je crois, qui prend sa retraite dans les prochaines années. Hein. C'est vrai. Alors ça serait mieux que ce soit des jeunes qui reprennent que si ça va à chaque fois à l'agrandissement, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis alsacien, j'ai pas envie de partir. Ouais, bah je te comprends. Je te comprends. En plus de mon amour culturel pour la région, je suis aussi intéressé par c'est une opportunité économique aussi, bien sûr. Bon, après, je pense qu'il vaut mieux être à deux et être bien soudé pour le faire, parce que c'est des contraintes, c'est du boulot, quoi. En fait, oui, si on aime ça et qu'on a envie de le faire, oui. Pourquoi pas, mais... tu veux dire que si je fais ça, il va falloir que j'y travaille, que c'est vraiment un projet à plein temps. Bah, tu bosses énormément, hein. Moi je te cache pas, moi je pense qu'en moyenne sur mes, je peux dire 40 ans, hein, puisque de 20 à 60, hein, il y a quand même 40 ans, hein, j'ai travaillé certainement 70 heures par semaine. Hein. Des semaines où j'en faisais plus, quand c'était les foins ou quand c'était la construction, c'était pas plus. Parce que je commençais le matin à 6h15, j'allais à la traite, ensuite vite fait petit déjeuner, ensuite boulot toute la journée. À midi, midi et demi, 1h, le repas était prêt, je rentrais manger, mais moins d'1 heure généralement. Je repartais, je ne m'arrêtais pas le soir pour goûter, je faisais la traite. Quand la traite était finie, 8h, je rentrais, casse-croûte. Et souvent, je retournais au bureau. Ah oui. Alors, tu sais, c'est vite fait. Hein. Les dimanches, ils passaient vite. Hein. Parfois, on prenait un peu de temps, mais ça passait vite. Le matin, il y avait la traite. Le soir, il y avait la traite. Bon, maintenant, Vincent, il a des salariés quand même, donc il n'est plus obligé de faire toutes les traites et tous les trucs. Mais pour moi, c'était quand même une sacrée aventure. Mais bon, j'ai aimé le faire, ça m'a pas... Et après, peu à peu, ce qui est bien, c'est que quand ça a été dur au début, et puis qu'après, peu à peu, c'est de moins en moins dur. Parce qu'après, on a commencé à embaucher des salariés, donc voilà, on faisait plus tous les week-ends. Et puis maintenant, je suis retraité, donc je fais quand je veux, comme je veux. Donc, c'est plutôt positif, tu vois. Quand tu vas dans le sens où ça va de mieux en mieux. Ouais, c'est sûr. Mais on n'est pas toujours... Alors que quand tu es né dans un milieu parfois aisé, favorisé, où tu n'as pas eu besoin de beaucoup te battre, et qu'après il faut se battre, c'est peut-être plus dur. C'est alors sûr. toi, je ne sais pas si... ce que tu... Mais bon, en tout cas, tu as l'esprit d'entreprise, hein, c'était pas toujours le cas, mais il se développe de plus en plus. Mais si je lançais un projet comme ça et que j'avais aucun... tu vois qu'il ne s'agissait vraiment pas du tout d'un projet nourricier. Il ne s'agit pas du tout de nourrir les gens, mais qu'il s'agit de faire du luxe. Sans scrupule. Mais de toute façon, mais franchement, le seul truc qui marche, c'est les trucs de luxe. Hein. Les trucs bas de gamme ne marchent plus. Le bas de gamme ne marche plus. Les gens, ils n'ont pas de sous. Mais écoute, moi j'avais 3 gîtes ruraux, j'avais 4 au départ, mais après j'avais plus que 3. J'ai 2 chalets qui sont classés 3 épis, on aurait pu avoir les 4, sauf que c'est pas une maison de style, c'est un chalet bois, donc c'est pas une maison de style. Bon, j'allais pas mettre une maison à colombage chez moi en montagne non plus, donc voilà. Et après, il aurait fallu des meubles de style aussi encore. J'aurais pu avoir les 4 étoiles, 4 épis, quoi. Et j'ai un autre gîte qui est mitoyen de notre maison, qui est du 3 épis, mais limite, quoi, juste 3, quoi, pas plus. Quoi. Mais je louais les chalets 10-12 semaines de plus que l'autre. Tout le monde demandait les chalets. Parfois, j'arrivais à dire c'est complet, donc ils se rabattaient sur l'autre. Mais c'est les chalets qui étaient demandés en premier. Voilà. Non, mais et puis moi, quand je vois pour les loisirs, il y a toujours des sous. C'est sûr, ça c'est pour vraiment ça, étonnant. Les restaurants, ils sont complets aussi. Sur le marché, comment tu expliques? Les gens, ils n'ont pas de sous.
ça coûte cher d'aller manger quelque part. C'est Si vrai. tu te fais à manger à la maison, ça coûte pas grand-chose. Il y a Les deux- restaurants sont complets. il y a deux mondes de perception des Alors, prix, hein, c'est oui, impressionnant. Hein, oui. Voilà. La nourriture, Oui. Bah les gens, et sans doute nous aussi, sans Oui. qu'on s'en rende compte, on va être très scrupuleux et regarder le prix. Et après, on va dépenser des sommes considérables dans des choses sans s'en rendre d'autres compte, choses. alors que Bah oui. on pourrait se demander. Et c'est très, les gens qui trouvent que m'épouse par exemple au marché, quand je faisais le marché, ça, c'était assez courant qu'une personne me dise que c'était trop cher. Ouais. Et bon, après tu vas pas leur dire, mais Ouais. tu vois bien qu'ils ont un sac à main qu'ils ont payé 400 €. Oui, Et bien que, sûr. enfin, Et un ensemble d'accessoires, des accessoires, 700, voilà. 800 €. Mais Et certainement qu'ils ont Netflix à la maison, et puis et les vacances où ils comptent pas. Ouais, c'est comme ça. c'est comme ça. Après, C'est comme ça. on a Après, sans doute on doit assez rêver galéré un en peu, tant quoi, qu'espèce ouais, pour... voilà. Ça doit s'expliquer, j'imagine, Ouais. parce qu'à la fin, c'est Ouais. quand même quelque chose de terrible. Et, on a sans doute eu beaucoup faim, nos ancêtres ont sans doute eu beaucoup faim. Bah oui. Mais alors, est-ce que si je Oui. faisais ça, qu'est-ce Oui. que je devrais faire? C'est ça que je voulais te demander. Bah, il faut déjà Qu'est-ce que- trouver l'endroit. et Non, puis- par rapport à la production. Imaginons que je veux Ah. produire du lait pour du que je lait. veux vendre que à 3 restaurants je te déconseille. gastronomiques de fou. Tu vois? Ah. Ou du fromage, ou un truc exceptionnel, tu vas faire quelque Oui, chose mais alors que- pour ça, il faut déjà te former pour devenir un très bon fromager. Il faut vraiment connaître le fromage. Ouais. Et c'est quelque chose qui s'improvise pas. Uh-huh. Tu vois, faire Mais du imaginons fromage, que je suis un maître fromager, Ouais, ou que disons que je veuille le devenir, ou que je veuille en embaucher un à ce Oui. moment-là. oui. Le meilleur fromager de France. Oui, bon bah écoute, Alors- de toute façon, il faut toujours viser. Ah non, mais, je joue à ce jeu-là là, pour ce projet. Ça c'est clair. hein. Et quelle serait la race? Ça serait des Vosgiennes? Ça serait un peu ce que tu fais toi? Ou est-ce qu'il y aurait autre chose? Tu vois? Ouais, Parce que- mais après, tu ferais l'éleveur aussi, ou alors il faudrait que tu embauches un éleveur. Non, je serais. Moi, Ce serait toi l'éleveur. Pardon, Non. j'ai pas précisé ça, mais moi je me vois pas travailler. Oui, Je me vois gérer. Quand je pense à ça, D'accord. c'est mon. oui, oui. C'est mon ranch des Vosges, oui, mais moi j'habite pas là-bas et je travaille Ah, pas ouais, là-bas. ouais. Tu vois. Oui, oui, oui. Je le gère de loin, je ouais, suis ouais. là, je ouais. tire les ficelles. Ouais. Donc j'ai quelqu'un qui est fromager, qui est un excellent fromager, qui gagne 3 000 € par mois, mais qui fait le meilleur fromage du monde. Et comment on fait pour avoir le meilleur lait pour faire le meilleur fromage du monde? Bon, oui, pour faire des bons produits, il faut une bonne matière première, hein, c'est clair. Il faut que les animaux soient bien nourris, bien soignés, et puis voilà. Bah, tu Et vois, puis de la par- rigueur, hein, parce que. Ouais. Ouais. L'autre jour, j'ai mangé un steak je t'avais raconté, je crois, chez un Kobe. Oui, oui. Euh, Ouais. Et il y a toute une mythologie autour Oui, oui, oui. de l'élevage de ces animaux. Oui, mais ces animaux, ils sont gâtés, hein, ils sont Ouais. bichonnés, ils sont heureux, quoi. Ouais. Et c'est pour Ils ça sont que massés, la viande est bonne, ils font de la quoi. musique et ils sont nourris très C'est pour ça que la précisément. viande est bonne, quoi. Ouais. Ouais. Ah oui. Mais tu vois, je me dis du coup comment par exemple je pourrais faire pour faire le lait de, tu vois, qui soit pour que les animaux soient tellement gâtés. Qu'est-ce qui donne C'est déjà le sol, la plante, les animaux, la transfo, l'affinage, enfin toute la chaîne. Allez, je vois Gérard, C'est que tu veux toute pas la chaîne, révéler c'est tes petits clair, secrets. hein. Non, mais après tout le monde le sait, c'est qu'une bonne prairie, c'est une prairie où il y a des graminées, des légumineuses et plein de plantes diverses. S'il y a 40 espèces différentes dans ta parcelle, bah, tes animaux seront en bonne santé et ton lait il aura un goût qui sera différent que si elle bouffe que du raisin anglais. Et on peut que diversifier du maïs. les espèces d'une prairie et jusqu'à quel point? Tu les diversifies toutes seules. Hein. Ouais. Si tu fais des erreurs agronomiques, tu auras par exemple des renoncules, tu auras du rumex, tu auras des saloperies. Quoi. Ouais. Et si tu travailles bien, tu pourras avoir une belle flore de montagne avec des tisanes et des petites fleurs et tout ça. Après, ça dépend du sol en lui-même déjà. Hein. Mais un sol, ça se modifie, ça s'améliore. Mais Ouais. pas du jour au lendemain non plus. Hein. C'est souvent des trucs à long terme quand même. Hein. Ouais, la gestion à long Ah terme. oui. Mais bon, après, les terres de montagne qui sont filtrantes, généralement, elles sont plutôt de bonne qualité.
Okay. Parce qu'il poussera toujours des plantes diverses là-dessus. D'ailleurs, les fromages de montagne sont généralement meilleurs que des fromages de plaine, de Holstein au Malais-en-Silage. Il n'y a pas de secret. Hein. Même avec le meilleur affineur, ils n'arrivent pas à rattraper parfois la qualité qui est produite grâce aux plantes naturelles que tu trouves dans la montagne. Quoi. Ouais. Ok. Non, mais c'est un très vaste programme. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Parce qu'il faut être bon sur tous les plans. Quoi. Ouais. C'est pour ça, chez nous, si un produit n'est pas bon à la sortie, c'est que de notre faute. Ouais. Bah oui. C'est sûr. Puisqu'on produit l'herbe, on la récolte, on la stocke, on la donne à l'animal, au trait. Les compléments, vous les achetez ou les cultivez? Oui, les compléments, on les achète. On n'a pas de terre de culture. Dans le temps, ils cultivaient un peu en montagne, mais une moissonneuse ne monterait pas là-haut pour 1 ou 2 hectares de blé ou d'orge ou de trucs, tu vois. Donc non, on l'achète. On a besoin de moins de matériel. On a besoin de moins de matériel comme ça, tu vois. Parce que sinon, on serait obligé d'avoir de nouveau une charrue, d'avoir une herse rotative, d'avoir un semoir. Et après, quand tu voudras récolter, si ça se trouve, les machines seront en pleine, elles ne voudront pas monter pour 2 hectares. Et tu as ce truc qui germe sur pied. Alors, non. Les belles parcelles, on les garde pour les faucher, pour faire du foin. C'est aussi plus facile de travailler sur des parcelles faciles que de s'accrocher dans les talus raides, quoi. Alors que les vaches, elles y vont, elles grimpent. Les Vosgiennes, elles y vont. Pas de problème. Ah, il y a des races qui grimpent moins. Ah bah bien sûr. Ah non, mais à un moment donné, j'avais des Holstein. Il y avait quand même pas mal de boiteries. Hein. De boiteries, des vaches qui boitaient. Ah oui. Qui avaient des problèmes de pattes. Parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Les ongles plus fragiles. Et puis j'avais du mal à aller à l'autre bout en pâture, quoi. C'était trop loin pour elles. Trop raide et trop loin. Ok. Bon, on va terminer. Ben voilà. Alors attends, du coup, juste puisque dans quelques années il y aura un succès mondial et tout ça, des millions de vues sur cette vidéo, tu peux quand même nous dire où on peut acheter tes produits. Hein la nouvelle douane à Strasbourg, Kuma à Strasbourg. Kuma, c'est où ça? Ah, c'est le magasin. La manufacture des tabacs. Ah oui, tu vends là-bas? Oui, depuis pas longtemps. Et au marché, non? Non, on n'a pas de marché. Ok. On a une AMAP à Schiltigheim. Ouais, ok. Et en fait, c'est tout par ici. AMAP à Sinon, on est plutôt dans la vallée de Villers, quoi. Ouais. On est plutôt dans la vallée de Villers, là-bas, on peut acheter vos produits à la ferme? À la ferme aussi. On a un petit local de vente, Et dans les boutiques, est isolé. Autour, il y a un magasin à Villers, un magasin bio et un magasin de producteurs à Villers. Ok. D'accord, super. Et puis sinon, on a d'autres petits points de vente chez des agriculteurs qui ont un magasin de vente et où ils vendent nos produits. Et vous travaillez avec avec Hague à Saint-Pierre déjà. Ok. Et puis Rotmat à Sand aussi. Voilà. Et puis il y a encore quelques ruches qui disent oui, mais c'est en train de péricliter les ruches qui disent oui. Ça marche plus pour moi aussi. Ça marche plus bien, franchement. En fait, c'est le seul système de vente chez nous qui a vraiment baissé. Ah ouais. Parce que sinon, on n'a pas étonnant. eu de baisse. Les marchés, c'est plutôt en légère reprise. Les AMAP au renouvelle, c'est plutôt en légère augmentation. La nouvelle douane fonctionne très bien. Dans l'ensemble, ça va. On vend ce qu'on produit, c'est le principal. C'est l'objectif. Juste un dernier truc. Oui. En essayant de faire pas trop long du coup, mais tu as transmis ta ferme maintenant à ton fils, Vincent, c'est ça? Oui. Et
peut-être que ça ne va pas te venir là, mais est-ce que tu as une idée de comment ça se fait qu'il ait eu envie de reprendre la ferme? Parce que c'est pas le cas de tous les Écoute, fils je n'en sais rien. Tu n'aurais pas un peu un conseil à donner aux exploitants En tout cas, il a toujours dit qu'il voulait reprendre. Ah oui. Depuis Comme toujours, toi, en fait. comme moi, à la limite. Après, est-ce que c'est parce qu'il est le seul garçon, parce qu'on a un fils et une fille? Est-ce que c'est parce qu'il est l'aîné et le seul garçon? Ouais. Je sais pas. Mais ouais, il a toujours voulu faire ça. Ok. Mais je crois que nous, on n'a jamais dénigré le métier d'agriculteur. Je pense que les jeunes, ils ont toujours senti qu'on aimait ce métier, quoi. Ouais. Ok. Qu'on aimait faire ça, tu vois. Donc peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Ok. Mais Bah, bon, après, il n'avait pas d'obligation de reprendre. Hein, Ouais, parce c'est ça, que, vous l'avez pas. bah non, il n'avait pas d'obligation. Il avait envie, toujours. Il avait envie de reprendre, ouais. Chouette. Après, tu sais, quand tu es une 6e génération Il y a une sur la pression, même ouais. ferme, je pense La pression qu'il y a une générationnelle. petite pression quand même, peut-être. Eh ben écoute, j'espère Mais- qu'on fera de mais cette moi, aventure d'interview j'espère. une aventure transgénérationnelle et du coup que j'aurai l'occasion de faire l'épisode 2 avec Vincent. Peut-être. Ah oui. Ouais. Tu voulais dire un dernier truc là, je t'ai coupé? Ouais, non. Ou ça va? Ok. Bah merci beaucoup pour ton temps. Bah, On écoute, dit bye bye au public. Merci. Salut. Salut. Et voilà. Ouais. Tu vois? Bon. C'est juste une conversation finalement. Hein? C'est juste une conversation. Mais oui, mais bien sûr. Ah. Ouais. Mais moi je consomme plus que ça. En fait. Hein? Tu vois, en tant que. Moi j'écoute beaucoup de choses Ouais. quand je travaille Oui. et j'écoute plus que ça maintenant. Des conversations Ah oui, oui. plus ou moins Ouais. légères comme celle-là, Ouais, tu ouais, vois, ouais. mais avec une préférence en fait. Plus Ouais, ça va ouais, être authentique comme ça. Ouais, ouais. Après il y a des trucs qui accrochent, il y a des trucs qui accrochent Ouais, pas. ouais, ouais. Mais quand c'est coupé, travaillé, surjoué, préparé à l'avance et tout ça, ça me donne pas envie quoi. Hop. Oups. Et puis bon, Bon. c'est sympa ici. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ah tiens, donne-moi le micro. Le micro, oui. Avec le Évidemment. On va peut-être l'éteindre, non? Et puis tu vois le temps.